On va faire notre dernière session de la journée. Merci d'être toujours avec nous. On dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. J'espère que ça va être le cas, mais je pense que oui, hein, avec des présentations passionnantes. Donc, la thématique je représente aujourd'hui, c'est ressources et économie maritime durable. Vous voyez ici le nom à l'écran qui est un petit peu différent, mais c'est que le nom a changé de notre thématique. Donc, ressources et économie maritime durable. Mon nom est Lucie Beaulieu, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis directrice thématique pour cette thématique-ci. Donc, comme on sait, hein, on l'a vu beaucoup à travers le congrès jusqu'à maintenant, que le système maritime puis les milieux côtiers, c'est une source de richesse pour la société québécoise. Et dans cette thématique-là, bien, on a plusieurs avancées en recherche dans différents domaines. Donc, pour ne pas les oublier, là, je vais vous les nommer parce qu'on touche aux ressources, mais quand on parle des ressources, on parle de ressources énergétiques, les ressources bioalimentaires, les ressources sous-marines, celles aussi utilisables pour le bien de la santé humaine, hein, quand on pense aux oméga-3 que contiennent nos ressources. Puis, il y a aussi les matériaux biosourcés. On a vu quelques exemples. Et puis, évidemment, on pense aussi que le milieu maritime, en tant que tel, c'est un vecteur aussi de développement économique durable. Donc, aujourd'hui, on va avoir 7 présentations. Donc, la première présentation n'a pas lieu, malheureusement. Les personnes sont absentes. Donc, 7 présentations qui vont durer 10 ou 15 minutes selon qu'on a une personne seule ou un duo. Donc, sans plus tarder, restons attentifs là, encore pour cette dernière session à nos présentations. Donc, la première personne, c'est Amin El Madi Safi, donc chercheur postdoctorant à l'Université Concordia, que j'invite à venir ici sur la scène, donc pour 10 minutes. Est-ce que tu veux t'installer ici? La parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. C'est bon, parfait. Merci d'être toujours là. Ouais. Alors, moi, c'est Amin Safi. Je suis postdoc à l'Université de Concordia. C'est pourquoi, en fait, mes slides, ou bien mes diapos sont en anglais, mais je vais faire la présentation en français. Merci à ORQM pour l'invitation pour ce congrès. Moi, je suis de formation ingénieur et docteur en génie civil. Alors, le domaine maritime, c'est un peu loin de ma spécialité et j'ai appris beaucoup de choses durant ces 2 journées. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet un peu spécial. C'est sur la valorisation des sédiments de dragage comme matériaux de construction durable en génie civil. Parfait. Alors, c'est quoi les sédiments de dragage? Les sédiments, ce sont des dépôts meubles de sol fin qui s'accumulent au fond des ports et qui dérangent la navigation maritime. Et le dragage, c'est une opération qui consiste à prélever ces matériaux-là et les jeter ailleurs. Des quantités énormes sont draguées annuellement, estimées à 1,3 milliard de tonnes juste dans l'environnement marin, sans prendre en considération les dragages dans les réservoirs et dans les fleuves. La prévention du dragage n'est pas une option, alors c'est mieux de réutiliser ou bien recycler ces matériaux dans d'autres domaines et pourquoi pas les valoriser dans le domaine de génie civil. Alors, j'ai fait une petite recherche pour voir s'il y a déjà des études qui ont été faites. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est oui. Il y a à peu près 300 études publiées qui sont indexées à Scopus sur la valorisation des sédiments de dragage comme des matériaux de construction en génie civil. Ces études-là ont touché principalement les propriétés environnementales des sédiments, la gestion de ces sédiments comme des déchets, les propriétés de ces sédiments comme des matériaux de construction, à savoir comme des sables alternatifs ou bien comme des ajouts cimentaires, et aussi leurs propriétés autant que liants. Ces figures-là, elles représentent les caractérisations de cette base de données extraite. Comme vous voyez dans la figure ici, l'intérêt à faire des recherches en valorisation des sédiments comme des matériaux en génie civil, c'est toujours en croissance. Les recherches ont focalisé sur une valorisation comme des matériaux pour la technique routière, pour la production du brique et du céramique, comme des sables alternatifs et aussi comme des matériaux pour la production du ciment et des ajouts cimentaires.
La France est champion dans la valorisation de ces matériaux, suivi par la Chine. Les chercheurs ont travaillé principalement sur des sédiments marins, mais aussi sur des sédiments qui proviennent des réservoirs et des fleuves. Ici au Canada, il y a juste une seule étude publiée sur ce sujet. C'est une étude que j'ai faite moi-même sur les sédiments, sur les sables dragués des îles de la Madeleine, afin de les valoriser pour fabriquer des roches artificielles. Alors, j'ai trouvé aussi qu'il y a plusieurs projets échelles industriels, surtout européens, sur la valorisation de ces matériaux, qui ont visé une valorisation comme des briques, céramiques et aussi dans l'asphalte et des blocs. Aussi, en fait, aux États-Unis, ils ont fait beaucoup d'efforts pour valoriser ces matériaux. Là, c'est un article qui est publié, article de presse, qui est publié ce mois de juin, où, en fait, les autorités du port du New York et de New Jersey, ils ont essayé de fabriquer des bétons écologiques en utilisant des sous-produits dans les argiles marins, entre parenthèses, les sédiments de dragage. Il y a aussi en fait des cas d'études réelles où on a utilisé en fait ces sédiments, comme par exemple ici dans le port de Québec, dans le port de Dunkerque en France, ils ont utilisé des sédiments contaminés pour construire une route dans le port, et ça fait en fait 15 ans, il y a toujours une évaluation environnementale et ils ont trouvé aucun problème jusqu'à maintenant. Aussi, en fait, des sédiments contaminés ont été utilisés, stabilisés avec le ciment bien sûr, utilisés dans le port d'Auckland à New Zealand pour l'expansion du terminal des ports. Pareil à Oslo, Norvège, ils ont utilisé des sédiments contaminés encore une fois pour stabiliser ces matériaux pour l'extension du terminal des ports. Les objectifs de ce projet de valorisation des sédiments comme des matériaux de génie civil, ils vont avec plusieurs objectifs de développement durable, ainsi que le projet 6, par donner l'accès à l'eau propre, le projet 9 par produire ou bien avoir des matériaux alternatifs pour des infrastructures durables, le projet 11 par construire avec des matériaux locaux qui vont être bien sûr à bas prix, le projet 12 afin d'avoir une gestion efficace des ressources naturelles, le projet 13 par la réduction des émissions de CO2 et la réduction de la nécessité de l'activité minière, et aussi le projet 14 par protéger la biodiversité et réduire la contamination des océans. Alors, ce qu'on propose, on propose en fait à Concordia de jouer en fait ce rôle d'intermédiaire entre l'industrie maritime et l'industrie de construction, afin de valoriser ces matériaux dans le domaine de génie civil, parce que même dans le domaine de génie civil, il y a une pénurie des matériaux de construction. Finalement, je veux juste dire en fait que les sédiments, on doit les considérer comme des ressources. Et même si ces sédiments sont contaminés, il y a un potentiel pour les utiliser. Nous avons les techniques et le savoir-faire pour le faire. Et aussi, en valorisant ces matériaux-là, il va y avoir un impact positif socio-économique. J'ai préparé en fait une brochure sur la proposition de notre projet de recherche. Vous allez en fait les trouver là-bas sur la table si vous voulez. Et si vous êtes intéressé par ce projet, venez me voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va continuer avec la prochaine présentation, qui va être faite par Marie-Lie Tifo, qui est professionnelle de recherche chez Bioptère. Ah, il y a deux personnes finalement. Désolée, alors on m'avait dit qu'il y avait une personne. Il y a aussi Félix-Antoine Bérubé-Simard de Bioptère, qui est chercheur, ou directeur. C'est à vous pour 15 minutes.
prendre ça, Jean? Je vais prendre juste au début 2 petites minutes là, de votre temps pour présenter l'organisation puis un peu la genèse du projet. Puis après, je vais céder la parole à Marie-Lie qui va vous transmettre sa passion contagieuse pour les champignons marins. En fait, dire que Marie-Lie est investie dans le projet, là, c'est un euphémisme. Là. Marie-Lie est possédée par le projet, littéralement. Je vais prendre aussi 2 petites secondes pour remercier le RQM qui, dans l'ordre de priorité, m'a permis d'arborer fièrement mon nœud papillon de ma collection. Puis quand je parle de collection, c'est de troubles obsessionnels compulsifs. Là, je ne suis pas designer, donc ce n'est pas ma collection. Là, je les collectionne, en fait. Puis, accessoirement aussi, remercier pour nous laisser la chance de présenter. Puis je veux, troisièmement, les remercier pour nous avoir accueillis à bras ouverts dans la grande famille de la recherche, je dirais, maritime, parce que historiquement, en fait, si ça n'avait pas été de ce projet-là, Bioptère ont fait de la recherche qui est essentiellement sur le plancher des vaches. En fait, donc Bioptère, c'est un CCTT qui est à l'Apocatière, puis majoritairement, on développe des bioproduits qui sont agro-environnementaux. Je suis le co-directeur de l'axe des mycotechnologies, donc on fait mycocuir, mycomatériaux. On fait de la mycoremédiation d'environnements contaminés. Puis on produit des molécules à valeur ajoutée là, par fermentation solide. Donc fermentation solide comparativement à la liquide, ce qui est bien, c'est qu'on ne gaspille pas d'eau non plus là, dans la thématique. Donc le projet, en fait, il est né d'un projet de maîtrise subventionné par MITAX, qui est sous la supervision de Jean-Sébastien Deschênes de l'UQAR, puis de Karine Lemarchand de l'ISMER, en fait, qui est un professionnel de recherche chez nous, qui voulait développer, en fait, valoriser des matières résiduelles locales pour produire des enzymes lignaux cellulosiques là, avec des propriétés, je dirais, des caractéristiques un peu différentes des enzymes qu'on produit avec des champignons terrestres. Donc, est né le projet là, des champignons marins. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marie-Lie pour vous présenter les résultats. Merci Félix-Antoine. Donc, belle introduction. Puis en fait, moi, je prends le relais pour parler un peu plus du projet en tant que tel. Donc, comme Félix-Antoine a mentionné, c'est né vraiment d'un projet de maîtrise de mon mentor à cette époque, Pierre Bouchard, qui m'a dit « Je fais un projet sur les champignons marins. » Ma première réaction, qui est peut-être la vôtre aujourd'hui, c'est « Ah bon, il y a des champignons dans l'eau? » Puis après, je me suis dit « Évidemment qu'il y a des champignons dans l'eau, comme il y en a dans absolument tous les habitats des plus hostiles aux plus communs. » Donc, ça a vraiment piqué ma curiosité, puis c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui. Là, je pourrais malheureusement pas répondre à toutes les questions qui ont été soulevées, mais quand même, piquer la curiosité, ça fait partie du tout pour que les champignons marins deviennent accessibles à tous et se greffe une place dans l'univers du possible. Mauvais piton, un peu. Ah, merci beaucoup. Donc, c'est quoi un champignon marin? Puis en fait, pourquoi on s'y est intéressé? C'est que, un peu comme tout le monde, on ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était que le champignon marin. Puis quand on est allé voir dans la littérature, il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi un champignon marin à l'échelle mondiale. Donc vraiment, on est sur des organismes qui sont très discrets, qui sont souvent les grands oubliés de la biodiversité en général, donc autant au niveau terrestre que marin pour ce qui est des champignons. Puis on dit qu'il y a de 0,01 à 0,1% des micro-organismes marins qui sont connus seulement et de 1 million de champignons marins qui sont à découvrir et seulement 2000 qui ont été découverts, donc une infime partie de ces micro-organismes-là qu'on connaît. Donc, il y a vraiment la place à découvrir beaucoup de choses. Puis quand on découvre des nouveaux micro-organismes, on peut mieux comprendre l'écosystème, puis on peut aussi utiliser ces micro-organismes-là dans des applications industrielles pour les mettre au service de la société. Donc, un peu d'histoire. Les champignons, ça a été connu par l'humain, ça a été utilisé par l'humain depuis presque l'aube des temps. Donc, ça a été utilisé au départ pour l'alimentaire, puis par la suite, ça a décliné dans plusieurs autres domaines.
Mais les champignons marins, encore une fois, ça a été des grands oubliés jusqu'à la moitié du 19e siècle. Puis en 1979, il y a eu une première définition réelle. Donc c'est hier, 1979, là, il y a peut-être des gens ici qui sont nés dans un monde où il n'y avait pas de définition de c'était quoi un champignon marin. Donc vraiment, on est dans le début, puis on va l'écrire, cette histoire-là. Donc, je parle de champignons marins, mais un champignon marin, c'est quoi? Bien, pour la plupart, c'est des champignons qui sont microscopiques, donc qu'on ne va pas voir à l'œil nu dans leur habitat naturel, mais par contre, que quand on les ramène au laboratoire, on peut en faire des cultures, puis les voir comme vous allez voir dans la présentation, là, il y en a une panoplie, ils sont tous magnifiques et je les adore. Donc, la plus récente définition de qu'est-ce qu'un champignon marin, ça vient de 2016, donc encore une fois, c'est tout récent. Et un champignon marin, ça se définit par 3 caractéristiques. Donc, tout d'abord, un champignon marin, c'est un organisme qui peut croître et sporuler en milieu marin. Donc, on dit qu'il est actif et que son cycle de vie est finalement actif justement dans un milieu marin. Ensuite, on dit qu'il peut nouer des relations symbiotiques avec d'autres organismes marins. Donc, on peut penser par analogie aux mycorhizes terrestres qui permettent aux plantes de pousser mieux, plus vite et de résister à certains stress environnementaux. Mais c'est le même principe avec les champignons marins. Donc, autant avec des plantes, des algues, qu'avec d'autres organismes, dont du plancton, en plus d'être très important au niveau de la chaîne alimentaire. Et finalement, c'est des champignons qui peuvent s'adapter et évoluer en milieu marin. Donc, justement, ils ne sont pas là par hasard. Et ce qui est intéressant, puis c'est vraiment là-dessus qu'on a focusé dans le projet, en fait, là, c'est de voir toutes les adaptations de ces champignons-là par rapport à leur habitat spécifique. Parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est une grande diversité de micro-habitats, autant au niveau de la profondeur que des paramètres abiotiques. Donc, température, salinité, on a un gradient de salinité super intéressant, donc énormément d'habitats différents et énormément d'évolution potentielle de ces champignons-là. Ensuite, un champignon marin, ça sert à quoi? Pour savoir à quoi ça peut servir dans notre société humaine, il faut comprendre à quoi ils servent dans leur écosystème naturel. Donc, les champignons marins, premièrement, sont présents, comme je vous l'ai dit au début, dans tous les types d'habitats. Donc, on peut penser aux sédiments, aux mangroves, aux bois flottés. Ils peuvent être aussi dans différents rôles écologiques, comme les champignons terrestres, donc des décomposeurs de matière. Ça peut être des parasites, ça peut être des organismes symbiotiques également. Donc, ils ont vraiment une grande diversité d'utilités dans leur niche écologique, finalement, puis ils servent à tout ça. Donc, il y a vraiment une grande diversité de rôles et donc une grande diversité d'adaptations. Finalement, pour nous, en tant qu'humble humain, à quoi on peut s'attendre de ces champignons-là? Eh bien, pour ce qui est des champignons terrestres, ce qui a été le plus étudié, évidemment, il y a de la production enzymatique. Donc, les enzymes, ça fait partie vraiment de la vie de tous les jours, autant pour la fermentation, par exemple, le vin, le fromage, la bière. Donc, on a de la fermentation enzymatique que dans des choses qui sont un peu moins visibles, donc pour produire des molécules, par exemple. Et quand on pense à ce qu'un champignon marin peut produire, il y a justement plein d'autres types de molécules autres que les enzymes qui peuvent être également produites. Donc, mélanine, ça peut servir à la protection UV ainsi qu'à faire des semi-conducteurs dans l'électronique. On peut penser à la production de pigments qui pourraient remplacer des teintures chimiques, autant dans l'industrie alimentaire que du textile. On peut penser aux biocides, donc des antifongiques, des antibactériens. La pénicilline, par exemple, que vous connaissez probablement tous, qui est extraite d'un champignon. Puis, mon petit préféré, l'acide. Donc, vous observerez à la maison sur différents aliments, dont les cannes de coke, par exemple, des aliments acides, des bonbons acidulés et compagnie. L'acide citrique, mention acide citrique, on peut penser que de l'acide citrique, ça vient du citron. Ce qui est vrai, le citron produit aussi de l'acide citrique, mais dans la vie de tous les jours, dans ce que vous avez dans vos aliments, l'acide citrique est produite par un champignon, Aspergillus niger, qui est fermenté en grande quantité, qui est utilisé pour extraire cet acide citrique-là. Parce que utiliser des citrons pour
utiliser cet additif-là qui est dans une tonne d'aliments, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, ça fait un peu partie de ce qu'on voit pas du champignon. Dans le fond, le champignon est dans notre vie toujours, mais on s'en rend pas nécessairement compte. Et comme disait Félix-Antoine, ben, il y a un projet qui est né de ça, donc de cette curiosité, puis aussi de ce potentiel de ces champignons marins-là au niveau de leur production enzymatique, de leur production de biomolécules, parce qu'on reste quand même dans la recherche qu'on essaie d'être la recherche appliquée, donc il peut être utilisé par des entreprises en plusieurs objectifs. Donc, premièrement, on est allé chercher des échantillons sur le fleuve. Par la suite, on a isolé des micro-organismes de ces champignons. Des micro-organismes de ces échantillons-là. On a isolé plus de 400 individus. Par la suite, on en a identifié. En ce moment, on est à 159 individus d'identifiés. Ensuite, on fait la caractérisation pour l'application. Donc, on est dans ce processus-là actuellement. Puis, la diffusion, bonjour. Donc, on essaye de partager l'information à tous parce que, si c'est pas connu, on peut pas rien en faire. Puis, c'est en maillant, finalement, puis en le faisant connaître les champignons marins qu'on va pouvoir faire avancer la recherche là-dessus. Puis en ouvrant la recherche à tous, on permet de se faire une échelle, finalement, puis de ne pas juste tout continuer dans notre coin, finalement, pour faire cette recherche-là. Parlant de récolte, justement, le RQM, un énorme merci. C'est grâce à eux qu'on a pu récolter une grande quantité d'échantillons dans beaucoup d'environnements différents. Donc, ça, c'est une petite carte d'une de nos premières missions. Donc, j'ai pu faire 3 missions à bord de navires de recherche pour faire la récolte de ces échantillons-là. Les échantillons, qu'est-ce que c'était? C'était entre autres des sédiments et du bois, ainsi que des algues et une couple d'autres affaires qui traînaient dans nos échantillons, dans nos filets. Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé chercher, entre autres, avec une benne à sédiments. Donc, grossièrement, on a pris une pelletée de boîtes de fond de fleuve, puis on a regardé ce qu'il y avait dedans. Puis par la suite, retour au laboratoire où on a pu faire nos isolations. Juste une petite idée de la diversité à laquelle on fait face. Donc, comme je vous ai dit, il y a juste 159 échantillons qu'on a pu identifier jusqu'à date, mais on voit déjà qu'il y a quand même une grande diversité là, de champignons qu'on trouve. Dans la petite section « Autres », il y a 23 autres familles qui sont là-dedans. Donc, il y a vraiment beaucoup de champignons différents qu'on a trouvés dans le fleuve. Autant de familles qui ont des caractéristiques particulières puis qui peuvent être appliquées dans différents procédés industriels. Un exemple de caractérisation enzymatique, ce coup-ci, c'est justement, on a fait du développement de méthodes avec ce projet-là. Donc, on a pu utiliser des pétris enzymatiques. Donc, dans le fond, ça nous a permis simplement de visuellement constater si un champignon par rapport à un autre produisait plus ou moins d'enzymes. Donc, ça, c'est une des méthodes qu'on a pu utiliser qui est peu coûteuse puis qui nous a permis de faire une analyse à plus long terme. Puis celle-là en particulier a été faite en collaboration avec le Cégep de la Pocatière, avec les étudiants de bioécologie. Donc, le projet de champignons marins, c'est pas juste Bioptère, ça implique aussi le Cégep de la Pocatière, comme on est un CCTT, puis les étudiants nous ont dit justement que c'était une belle initiative, puis ils participent réellement au projet de recherche. Également, on parle du Cégep de la Pocatière. On a aussi chez Bioptère un programme d'études recherche, dans le fond un programme étudiant-chercheur qui fait en sorte qu'on a des étudiants qui viennent passer 1 an à 2 ans chez nous pour faire un projet de recherche à eux pendant leurs études. Et dans le fond, on a 2 étudiants qui ont planché sur les champignons marins. Une étudiante, elle a fait son projet sur, dans le fond, le potentiel antimicrobien de champignons marins par rapport à un champignon terrestre et à un champignon témoin qui était le Penicillium chrysogenum, qui est un producteur de pénicilline. Donc, on a pu avoir un champignon qui c'est l'Epicoccum nigrum qu'on a retrouvé dans le fleuve, qui est aussi une souche qu'on retrouve à l'état terrestre. Donc là, l'objectif, c'était de voir, est-ce que la souche qu'on a retrouvée dans le fleuve, elle a un intérêt supérieur que ceux qu'on peut trouver à l'état terrestre. Et comme vous pouvez voir, là, c'est un tout petit essai, mais quand même, ça montre qu'il y a du potentiel. Dans le fond, la grande ligne bleue foncée, c'est une de nos souches marines par rapport à la ligne verte et la orange, qui sont les 2 témoins, dans le fond, témoins terrestres, et le témoin de pénicillium. Donc, il y avait un intérêt pour la production d'antimicrobiens par rapport avec notre souche marine. Aussi, on parle de différents potentiels. Donc,
Pour être capable de les analyser, on est allé avec les stratifications donc, du fleuve Saint-Laurent, 3 couches, couche peu profonde, couche intermédiaire, couche profonde. La zone jaune, c'est la zone que nous, on a échantillonnée. Donc, je vais passer rapidement là, sur les dernières slides. On peut voir qu'on a échantillonné beaucoup d'individus. Il y en a un peu moins de la moitié qui ont été en zone moyenne et profonde. Donc, 25% de ces échantillons-là ont été pris à plus de 200 mètres de profondeur. Donc, quand même, c'est assez impressionnant des organismes qui vivent à cette profondeur-là. Donc, ça apporte des stress environnementaux qui sont assez grands. Et justement, on peut voir qu'il y a une grande répartition qui est assez homogène pour les principales classes, mais là où il y a de la différence, c'est là où il y a des petites classes qui se sont imbriquées dans nos différentes répartitions. La majorité des champignons qu'on a eus, c'est des ascomycètes. Puis, de voir ça, ça nous permet de cibler les champignons qu'on veut tester pour leur application en milieu industriel en fonction des réponses qu'on veut donner. Bien, ici, il ne nous reste plus vraiment de temps, là, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était une liste des projets actuels qu'on a financés avec des organismes subventionnaires. Puis c'était juste des projets futurs qu'on voulait mettre de l'avant, qu'on aime beaucoup collaborer avec tous, puis qu'on cherche aussi des partenaires industriels, parce que les CCCT, les financements, ça passe avant tout avec des partenaires industriels. Puis, si tu veux changer de slide. Puis finalement, on remercie les organismes subventionnaires puis nos collaborateurs, en fait, pour le projet. Merci. Merci beaucoup. Donc, sujet passionnant, personne passionnée. Donc, on va passer, en fait, on est passé de sédiments à champignons. Maintenant, on va passer aux algues. Et puis, donc, c'est un sujet aussi qui me passionne. Je vais laisser la place à Bettina Lafeuille et Agathe Lecomte-Rousseau, qui sont étudiantes en sciences des aliments à l'Université Laval, au doctorat et à la maîtrise. Donc, oui, vous pouvez prendre le micro ici. Vous avez une dizaine de minutes. Alors, bonjour tout le monde. Oui, on va essayer de ne pas tomber cette fois-ci. Donc, on vous amène à la découverte des flaveurs de Saccharina latissima. Alors, quand la science rencontre la gastronomie, on a besoin du truc. Alors, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Agathe, étudiante à la maîtrise, et mon projet porte, comme je vous l'ai présenté ce matin, sur les tinamoutais. Donc, je vise à venir caractériser la valeur nutritive, l'innocuité et les propriétés organoleptiques. Ça, c'est le goût et les arômes. Et pour ce qui est de Bettina Lafeuille, ma chère collègue, elle est étudiante au doctorat, toujours dans l'équipe de Lucie Beaulieu, et elle travaille sur l'effet de l'environnement de croissance et de la transformation sur la composition nutritionnelle et aussi sur les arômes, donc la perception par les consommateurs du goût de Saccharina latissima. La voilà. Alors justement, cette algue est une algue brune qu'on va retrouver dans le fleuve, donc au niveau de l'estuaire, au niveau du golfe également. Elle va être relativement abondante dans les endroits où il y a plus ou moins de courant. Et puis, on va l'apprécier au niveau nutritionnel pour sa composition variée, mais surtout par sa teneur en fibres, donc jusqu'à 50% de la masse sèche, excellent au niveau nutritionnel. On va aussi l'aimer beaucoup pour la quantité de minéraux. Elle va amener beaucoup de potassium, du calcium, du sodium, mais également une bonne teneur en iode. Elle va contenir très peu de lipides, on parle ici de moins de 5% de la matière sèche, et elle va contenir des protéines autour de 10% environ. Et puis, ce qui est également intéressant avec les algues brunes, c'est leur composé bioactif. Donc ici, on parle de polyphénol, mais également de vitamines. Vitamine A, vitamine B, vitamine D et vitamine E également. Mais nous, on veut parler de la saveur. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, au niveau culinaire, on va apprécier Saccharina latissima pour son goût sucré. D'ailleurs, en anglais, on va la surnommer la sugar kelp. Elle va également être salée, due à la présence de minéraux, mais elle va aussi être porteuse du goût umami, que je vais vous expliquer dans un instant. Et sinon, c'est vraiment le profil aromatique qui va amener beaucoup de fraîcheur, un côté marin et un côté herbacé très intéressant. Alors justement, pour la suite, on va vous présenter des données, donc au niveau chimique et au niveau test consommateur, et on va voir si, effectivement, ce qu'on retrouve avec les analyses en laboratoire, c'est ce qui est perçu lorsqu'on la mange et qu'on la déguste. Alors, on parlait des flaveurs dans le titre, et puis les flaveurs, c'est peut-être un mot qu'on utilise moins souvent, mais c'est en fait l'interaction entre le goût et les arômes. Donc, au niveau du goût, on parle des 4 goûts que tous connaissons bien, donc l'acide, le salé, l'amer et le sucré, qui vont être dus par la présence, entre autres, de soit des minéraux, des acides organiques, des acides aminés libres ou de sucre.
mais c'est aussi le goût umami qui est vraiment très intéressant et présent dans les produits marins. Alors, ce goût-ci, particulièrement, est présent dû à la présence du glutamate et de l'aspartate, qui sont 2 acides aminés libres. Ça, c'est comme des petits morceaux de protéines découpés, là. Très petits morceaux, si vous n'êtes pas familier. Et aussi à la présence de nucléotides qui vont venir rehausser le goût au final. Et puis, pour ce qui est des arômes, ce sont vraiment les molécules qu'on va ressentir avec le sens de l'odorat. Donc, c'est des molécules volatiles qui vont être entre 4 et 12 carbone, très légères. Et puis, lorsqu'il y a un courant d'air, c'est ça qui va nous amener toutes les effluves. Alors, justement, au niveau des analyses chimiques, on vient vraiment analyser spécifiquement la présence de l'acide aspartique, de l'acide glutamique et des nucléotides en analyse de chromatographie liquide. Et puis, on est capable de venir les identifier, les quantifier. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la quantité de glutamate, donc la bande rouge au-dessus de la orange. C'est cette molécule-là qui va être davantage contributrice au goût umami. Et du côté des nucléotides, c'est la petite bande verte et la bande plus ou moins brune qui va être intéressante parce que c'est ces 2 molécules-là qui vont venir vraiment rehausser le goût umami. Et on est capable de le calculer grâce à cette équation qui met en fait en relation la quantité d'acides aminés libres dans un premier temps avec, par la suite, l'interaction entre les nucléotides et les acides aminés libres. Ce qui nous donne, en fait, un score qui, dans le cas de Saccharina latissima, va tourner autour de 1,75. Et puis, selon la littérature, un score supérieur à 1 admet vraiment que le goût umami va être perçu par le consommateur. Au niveau des arômes, maintenant, le profil aromatique, on utilise les algues fraîches, donc vraiment telles que consommées. Et puis, on vient, à l'aide d'un flux d'air, extraire les différentes molécules qu'on récolte sur une petite colonne et ensuite, on peut l'analyser. Donc, cette fois-ci, on utilise la chromatographie gazeuse pour venir identifier les différentes molécules. Donc, dans notre cas, on a pu détecter plus de 50 molécules, donc vraiment de toutes les tailles, de toutes formes. Et puis, à l'aide de la littérature, on vient associer chacune de ces molécules à un descripteur aromatique. Alors, comme on peut voir ici, le côté herbacé est très présent. Il y a une grande variété de molécules qui vont être justement associées à ce descripteur. Mais on remarque aussi qu'il y a un côté fermenté, donc il y a quand même une grande variété de molécules qui pourraient amener le goût fermenté, ou l'odeur fermentée, je m'excuse, à notre algue. Donc, je passe la parole à Bettina. Merci beaucoup, Agathe. Donc, maintenant qu'on a fait toute la partie laboratoire, on va sortir du labo et on va aller rencontrer les gens un petit peu. Donc, on a été capable justement de voir qu'on retrouvait la saveur umami dans ces fameuses macroalgues. On a vu aussi toute la variabilité des aromatiques, avec surtout des dominantes herbacées et fermentées. Et l'idée maintenant, c'est de savoir si est-ce que ces composés qu'on a déterminés au niveau chimique, l'humain va finalement les percevoir. Et puis, on s'est posé une autre question sur cette algue-là. Est-ce qu'on est capable, à l'aide de transformations alimentaires, de venir créer de nouvelles saveurs ? Donc, pour ça, on a réalisé une analyse sensorielle. Donc, on a pris notre Saccharina latissima séchée. Elle a ensuite été transformée selon 3 différentes méthodes. Donc, la première, ça a été un blanchiment. Une réhydratation, la deuxième, un blanchiment, et la troisième, une torréfaction. L'idée de ces différentes transformations, c'était de venir créer de la variabilité aromatique. Donc, on a obtenu nos différents échantillons, et on a une particularité sur les échantillons qui ont été blanchis. On a choisi de présenter 2 fois le même échantillon. C'est-à-dire qu'on a fait notre batch de préparation de Saccharina blanchie dans l'eau salée, et on les a présentés 2 fois aux participants. Cette particularité-là, elle vient nous permettre en fait de valider la qualité du palais en fait de notre panel et donc de venir valider nos résultats. Donc ensuite, on a présenté ces échantillons en fait à des chefs cuisiniers de l'ITHQ, donc de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui est à Montréal, donc à 28 personnes, et on leur a fait faire un test qu'on appelle un test de mapping. L'avantage de ce test, c'est qu'il est très pertinent dans le cadre d'échantillons sur lesquels on a peu de documentation. Donc, en fait, le principe de ce test, c'est de goûter les échantillons et de venir les placer sur une carte blanche, sans référence. Et finalement, le participant va placer les autres échantillons plus près s'il considère que les caractéristiques sensorielles sont similaires, ou au contraire, plus loin s'il les considère comme différentes.
Donc, il crée vraiment son propre système de référence. Là-dessus, on a ajouté en fait une particularité. On a demandé à chaque participant de venir associer des descripteurs aromatiques, donc sur les arômes, les odeurs et les différentes saveurs. Donc tout ça, ça nous a permis d'obtenir une très grande quantité de données, et notamment des coordonnées et des descripteurs sensoriels. Donc les coordonnées, en fait, ils nous ont permis de créer une carte 3D, donc une carte qu'on appelle une carte consensus, qui regroupe tous les résultats de nos 28 participants. Vous avez en bleu les échantillons qui ont été blanchis, en vert les échantillons réhydratés et en doré les échantillons torréfiés. Et quand on fait tourner cette carte, ça marche? Oui, ça marche. On voit en fait des échantillons qui vont s'éloigner les uns des autres. Donc on voit ici que l'échantillon torréfié, il est très en avant du plan, alors que les autres échantillons sont un peu plus près. Donc ça nous a permis, cette carte consensus nous permet déjà de valider notre panel. Les deux échantillons identiques, qui ont donc les mêmes caractéristiques sensorielles, sont proches, donc les participants ont correctement senti les échantillons. Ensuite, on a vu que les échantillons torréfiés étaient vraiment différents et que finalement, en termes de caractéristiques aromatiques, on avait des échantillons réhydratés et blanchis qui étaient assez proches. Et enfin, donc, les descripteurs sensoriels, qui étaient l'autre matériel qu'on a obtenu suite à ces tests, ils nous ont permis de voir que pour les échantillons réhydratés et blanchis, on allait trouver des arômes de verdure herbacée, végétale. On allait aussi avoir des arômes de mer, d'iode, de poisson. Également, le fameux umami dont Agathe a parlé. Et les dominantes qui vont sortir en fait, de ces échantillons, c'est finalement la saveur herbacée et la saveur marine. Pour les échantillons torréfiés, là, on est très contente parce qu'on a réussi à créer de la diversité justement aromatique et on a obtenu des arômes de café, de chocolat, de caramel, de miel, de brûlé, enfin bref, plein d'arômes qu'on n'est pas censé retrouver dans des macroalgues. Et on a aussi trouvé des arômes de champignons. Donc là, dans ce cas-là, on était plutôt sur des arômes boisés et fermentés. Donc la raison pour laquelle on a voulu mixer nos deux projets qui, à la base, n'ont rien à voir, c'était justement pour mettre en commun des résultats qui étaient très intéressants des deux côtés. Et donc on a vu que le potentiel umami que Agathe a quantifié, on va véritablement le retrouver dans nos échantillons qui ont été réhydratés et qui ont été blanchis. Mais par contre, pas du tout dans nos échantillons qui étaient torréfiés. Et pour les composés organiques volatiles, donc, on a vu que si on superpose en fait, nos échantillons donc, testés par nos participants, on va, avec les échantillons réhydratés et blanchis, retrouver des caractéristiques herbacées et marines, alors qu'avec les échantillons torréfiés, fermentés et boisés. Donc on voit vraiment que l'analyse en laboratoire technique, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle nous donne des pistes, mais elle n'est pas forcément totalement représentative de la réalité. Et donc, c'est super intéressant de compléter en fait les tests de laboratoire avec des tests avec l'humain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bettina et Agathe. J'espère que vous avez tous le goût de manger des algues maintenant. Donc, on va passer à la prochaine présentation de Gabriel Bourgault-Fauché, qui est chercheur à l'IREC. Donc, on s'en va maintenant du côté de l'économie. Est-ce que tu veux aller ici ou tu veux un micro? Qu'est-ce que tu préfères? Oui, OK. Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel Bourgault-Fauché. Je suis chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine. Et depuis 3 ans, je m'intéresse au secteur des pêches, l'aquaculture commerciale au Québec maritime dans une perspective de développement régional. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci d'ailleurs à toute l'équipe du Réseau Québec maritime de me donner l'occasion de venir vous présenter le genre de travaux qu'on mène à l'IREC, l'approche qu'on développe en me servant du secteur des pêches comme exemple, qui est le secteur des pêches qui est maintenant un secteur que je connais bien. Donc, peut-être un mot sur l'IREC pour commencer. Donc, l'IREC, c'est un organisme scientifique indépendant qui est sans but lucratif, qui est voué à l'enrichissement du débat public. En gros, nos travaux ont pour intention de servir le bien commun et
Pour cette raison-là, la transition écologique de l'économie retient particulièrement notre attention. Et on a pour ambition de proposer des alternatives crédibles, c'est-à-dire des voies de renouvellement dans nos instances politiques, dans notre conception de l'économie, notre conception du développement économique, dans notre rapport au territoire, notre rapport aux ressources, dans la manière d'organiser très concrètement nos secteurs d'activité économique, nos chaînes d'approvisionnement pour que demain soit viable et que demain soit juste. Je ne vous cacherai pas que ça fait en sorte qu'on a une vision qui détonne dans le milieu quand on parle d'économie. Donc on n'a pas à l'IREC ce qu'on appelle une vision classique de l'économie où justement l'économie serait une sorte d'enclave déconnectée du reste de la société qui suffirait d'isoler pour en comprendre les rouages. Au contraire, on pense plutôt que l'économie est encastrée dans la société, elle est enracinée dans les milieux de vie, elle est enracinée dans les écoumènes. Ça fait en sorte qu'on pense l'économie au croisement des secteurs d'activité et des territoires. Et ça fait aussi en sorte qu'on déploie un cadre d'analyse et des méthodes assez particulières. Par exemple, on mise beaucoup sur la recherche-action, c'est-à-dire qu'on va produire du contenu scientifique rigoureux, mais on va aussi faire des propositions, faire des recommandations, puis on va accompagner les acteurs du milieu pour les aider à mettre en œuvre des changements. On mobilise aussi quelques concepts, quelques notions. Je vous en présente quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Par exemple, on parle beaucoup d'un modèle de développement endogène ou un développement autocentré, c'est-à-dire un modèle où les leviers de développement sont mis entre les mains des acteurs du milieu, où le développement se fait par et pour les gens qui habitent le territoire. Ensuite de ça, on emploie aussi beaucoup la subsidiarité. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de venir ancrer, de venir coordonner, de venir réguler les activités économiques au plus près des territoires. Donc, d'abord à l'échelle locale, ensuite à l'échelle régionale, puis ensuite à l'échelle nationale. Donc, un peu comme des poupées russes où chaque poupée est le lieu successif complémentaire des autres. Ensuite de ça, il y a aussi les filières territorialisées. Donc, ici, c'est vraiment de venir penser les activités économiques de l'aval de la production jusqu'à la consommation et même jusqu'à la gestion des déchets. Donc, en passant par la transformation, par la distribution, encore une fois, au plus près des territoires et en remontant progressivement, comme le veut justement le principe de subsidiarité. Enfin, on met aussi beaucoup de l'avant des modèles d'affaires alternatifs, donc la coopération, la collaboration interentreprise, parce qu'on croit en l'entrepreneuriat collectif plus qu'en l'entrepreneuriat individuel comme levier de développement des communautés et comme moyen d'engendrer plus de retombées dans les milieux. J'ai été assez général, peut-être même abstrait jusqu'à maintenant. On va prendre les prochaines minutes pour parler d'un exemple concret du genre de travail qu'on mène à l'IREC. Cet exemple-là, c'est celui des pêches et de l'aquaculture commerciale. Donc, en fait, on a commencé à s'intéresser à ce secteur-là d'activité en 2020 quand on était approché par le collectif Mancheton-Saint-Laurent qui souhaitait mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans le secteur et comprendre pourquoi on a si difficilement accès au Québec aux produits aquatiques d'ici. Donc, ça a donné lieu à un premier rapport de recherche qui s'appelle « L'économie des pêches au Québec », dans lequel on fait un portrait socio-historique du secteur, on fait une analyse d'économie politique, puis on fait surtout ressortir le modèle de développement très particulier qui caractérise ce secteur-là. Un modèle qu'on appelle extractiviste. C'est aussi un modèle qu'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité, si on pense à la forêt, aux mines, aux fourrures, à l'époque, au blé dans l'Ouest aussi. Mais donc, dans les pêches, c'est vrai aussi. Donc, modèle de développement extractiviste qu'on résume très grossièrement par le modèle des 3 E, donc celui d'extraire, d'emballer et d'exporter. Donc, en fait, ce qui se passe avec les pêches depuis des siècles, puis on en a parlé brièvement ce matin lors du panel, mais
ce sont des pêcheries qui sont axées sur l'extraction de grands volumes, d'une, deux, peut-être trois principales espèces, qu'on transforme minimalement puis qu'on exporte massivement. Et donc, la particularité de ce rapport-là, bon, on fait quelques constats, on souligne quelques enjeux actuels, on fait des propositions aussi, mais surtout, on montre que l'exportation massive des produits aquatiques du Québec est intrinsèque au modèle de développement qu'on met en place. Et sans diversifier ce modèle-là, sans le remettre en cause fondamentalement, on ne peut pas s'attendre à des résultats concrets en matière d'autonomie alimentaire. Donc, depuis 2020, on a pleinement intégré le collectif Mange-Ton Saint-Laurent. On continue d'y contribuer régulièrement via notamment nos travaux de recherche. Et ces travaux-là ont commencé à circuler. Et en 2022, on était approché par le regroupement des MRC de la Gaspésie, donc les 5 MRC de la Gaspésie, qui souhaitaient avoir un portrait des pêches sur leur territoire respectif, donc à l'échelle de chacune des MRC, ce qui s'était jamais réellement fait auparavant. Les pêches au Québec, c'était étudié par grandes régions, donc Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, et de la Madeleine ou Côte-Nord, mais jamais à l'échelle des MRC. Donc, on s'est rapproché plus près des territoires et ça a donné lieu... en fait, le mandat venait répondre tout d'abord à un manque de connaissances des MRC du secteur des pêches. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, donc, les pêches sont très importantes en Gaspésie, mais les MRC, même si ça se passe sur leur territoire, connaissent peu le secteur des pêches. En fait, on a un exemple assez frappant de ce qu'on entend quand on dit qu'un secteur d'activité est déconnecté de son territoire. Le secteur des pêches évolue un peu en silo, mène ses affaires de son côté depuis des années sans que les acteurs territoriaux aient leur mot à dire sur le devenir de ce secteur-là. Donc, ça a donné lieu à un autre rapport de recherche qui vient d'être publié en avril dernier, qui avait pour but de fournir aux MRC un cadre d'analyse, un cadre de référence pour éclairer leurs priorités d'action, pour établir leurs priorités d'action plutôt, puis éclairer leur prise de décision. Et ce rapport-là fait une proposition principale au MRC, qui est celle de maintenant se servir de ces portraits-là, qui sont des outils de connaissance extrêmement riches, pour établir des plans d'action, autant à l'échelle de chacune des MRC que de l'ensemble de la Gaspésie. Des plans d'action qui vont vraiment venir baliser l'implication des MRC dans le secteur des pêches sur leur territoire, vraiment avec pour but de venir améliorer la contribution du secteur à l'autonomie et à la sécurité alimentaire des communautés et aussi de favoriser la transition écologique du secteur. Donc, peut-être qu'on peut conclure comme ça, mais depuis plusieurs années, depuis quelques années, en tout cas depuis que je m'intéresse à ce secteur-là, on remarque des signes encourageants du secteur. Donc, on voit des acteurs territoriaux qui commencent à se mobiliser, des MRC, des communautés autochtones. On voit aussi une relève entrepreneuriale qui émerge, donc des pêcheurs, des transformateurs, des distributeurs, donc des restaurateurs, des poissonniers Chloé Ouellette qui était là ce matin, par exemple, Colombe Saint-Pierre, etc. Donc, qui veulent faire les choses autrement. On sent que l'autonomie alimentaire, en tant que projet de société, commence à percoler dans les milieux. Cela dit, il reste beaucoup de chemin à faire parce qu'on part de loin. Donc, en fait, il va falloir il va falloir donner les moyens aux communautés, aux entreprises, de mettre en œuvre les changements qu'ils souhaitent voir dans le secteur. Il va falloir mettre entre leurs mains les leviers qui vont leur permettre de mieux maîtriser leur développement. Et donc, restructurer la filière des pêches maritimes implique donc de revoir beaucoup de pratiques qui sont ancrées depuis longtemps dans les manières de faire. Donc, revoir les manières de faire. Et tout ça, ça implique d'accompagner nos pêcheurs, nos transformateurs, nos distributeurs dans la transition qu'ils doivent aujourd'hui opérer. En fait, s'il y a une chose... la manière qu'on peut faire ça, l'approche qu'on privilégie, c'est une approche institutionnelle. Donc,
intervention de l'État dans ce cas-ci, et pas seulement un soutien financier là, pour opérer une transition. Quand on parle de revoir le modèle, donc ce qu'on dit, ça passe par des lois, par des règlements, pour encadrer autrement les activités du secteur, puis aussi des politiques publiques, des programmes pour inciter les entreprises à faire autrement, pour aider les communautés à développer des projets nourriciers. En gros, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'on est pris dans un modèle de développement de type extractiviste depuis des siècles qu'on est obligé de continuer à faire comme ça. Le secteur des pêches, la manière dont c'est organisé historiquement, c'est pas une fatalité, c'est un construit social, et donc c'est quelque chose qui se modifie. Merci. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir partagé avec nous la vision de l'IREC pour le secteur des pêches. Donc, on a maintenant 3 prochaines présentations, 3 duos. Donc, la prochaine présentation va être faite par Amy Néron et Marie-Jo Gauthier-Birbé. Donc, Amy, qui est archéologue subaquatique et scaphandrière à l'IRMAS, et Marie-Jo, qui est archéologue au Musée du Fort Saint-Jean et chercheur postdoctoral à l'UQAR. Bonjour à tous. Petite rectification, Marie-Jo est aussi avec l'IRMAS. Elle ne représente pas le Musée du Fort Saint-Jean aujourd'hui. On a différents chapeaux tout le monde, donc voilà. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vous parler, on change un petit peu de projet environnemental pour vous parler un peu de patrimoine culturel maritime, son importance, l'importance dans la recherche, l'importance dans la conservation, et comment on peut intégrer l'archéologie subaquatique au cœur des projets multidisciplinaires. Donc, on a quelques exemples. On a à peu près 10 présentations synthétisées en une seule, donc on va essayer que ce soit concret et synthétique. Donc, à l'international, comme vous le savez, on en a parlé, l'UNESCO a lancé la décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable, parmi lesquels on a 3 objectifs, donc 11, 13 et 14, qui finissent par impacter le patrimoine culturel maritime. Je dis maritime, mais c'est maritime et subaquatique, on va évaluer éventuellement aussi la notion de patrimoine. Au travers de ça, dans le fond, le patrimoine maritime, dans le fond, est soumis aux lignes directrices de la Convention sur la protection du patrimoine culturel de l'UNESCO, qui a été lancée en 2001. Donc, il y a quelques années, il y a eu une consultation avec ICOMOS et ICUTCH pour réviser en fait la Convention et réformer un peu, puis offrir des recommandations pour améliorer les pratiques sur la recherche et la protection du patrimoine à travers le monde. Petite note, le Canada n'est malheureusement pas... n'a pas ratifié cette convention-là, mais on suit quand même les lignes directrices au sein du Canada, au sein du Québec. Entre autres parce que la législation au fédéral ne comprend aucune loi sur la protection, sur la réglementation, sur la recherche en patrimoine maritime et subaquatique, et donc sur la protection des vestiges également. Au Québec, la réglementation est surtout axée sur l'archéologie terrestre. Donc, encore là, ça ne prend pas en compte la réalité du patrimoine culturel submergé, ce qu'on essaie de faire changer. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Au travers, dans le fond, les recommandations, ce qu'ils ont essayé de mettre de l'avant, c'est vraiment l'intégration des sciences archéologiques au travers des sciences environnementales. Et éventuellement, développer des projets multidisciplinaires et valoriser la collaboration entre des chercheurs à différents niveaux. Donc, décloisonner, comme on disait. Puis, c'est ce qu'on fait ici au RQM, donc on est très content d'être dans cette lancée. Le secrétaire exécutif m'a mentionné que le passé culturel doit prendre sa place dans l'exploration de nos océans. Nous avons besoin d'un nouveau contrat social pour les sciences de l'océan, un nouveau narratif. L'océan est trop grand pour être ignoré. Donc, qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine, jadis, c'était des épaves et des objets, des collectionneurs qui s'en occupaient. Aujourd'hui, la notion a grandement évolué. C'était encore aussi des sites archéologiques. On parle d'épaves aussi, on parle d'anciens quais.
On parle d'objets, mais comme on a mentionné un peu au courant de la journée, le patrimoine, c'est aussi les traditions orales, c'est aussi des recettes ancestrales, c'est tout ce qui est en fait immatériel. Donc, même en archéologie, il y a vraiment une expansion dans l'interaction entre le patrimoine matériel et immatériel, comme par exemple le sentiment d'appartenance puis l'attachement émotionnel que des communautés peuvent avoir envers un site archéologique, envers une épave, envers un événement dramatique, en fait, qui est lié à leur région. Et ça, ce sont des valeurs intangibles qu'il va falloir qu'on apprenne à quantifier. Parce que pour l'instant, on n'est pas capable de le faire encore. C'est facile de compter des morceaux d'artefacts, mais on n'est pas capable encore de quantifier ces valeurs-là. Donc, c'est en développement. Et comme Dino Dombarou a lancé durant la Journée internationale des monuments, le patrimoine est porteur de sens, mais là, dans la conjecture des changements climatiques, les changements climatiques, en fait, sont porteurs d'urgence. On va expliquer éventuellement pourquoi le patrimoine peut servir dans la lutte au changement climatique, principalement le patrimoine subaquatique. Et en archéologie, en fait, on voit ça aussi souvent dans les expositions, il y a la thématique de la mer pour mémoire. Donc, si on s'en va même plus loin que ça, l'eau, c'est un peu comme le subconscient de la société. Et pour nous, en tant qu'archéologues, c'est notre travail, c'est notre mission d'aller plonger dans les profondeurs, d'aller plonger dans le subconscient, plonger dans le passé, pour ramener ça à la surface. Donc, mettre en lumière les connaissances sur le passé, les observations des sites actuels, puis éventuellement les enjeux sur le futur de ces sites-là. Vous connaissez les changements climatiques. Premièrement, en tant qu'archéologue, il faut faire preuve d'extrême résilience parce que tous les sites sont voués à disparaître. Les vestiges archéologiques, c'est une ressource qui est non renouvelable, malheureusement. Donc, si on scrape un site, c'est fini, les connaissances liées à ça sont perdues à jamais. Puis, éventuellement, on ne peut pas vraiment faire de mesures d'atténuation, malheureusement, pour le moment. Mais on peut essayer de développer des mesures d'adaptation pour sauvegarder au moins soit le patrimoine en particulier ou les connaissances qui sont liées au patrimoine. Il faut comprendre que dans la formation d'un site archéologique, par exemple, il y a des processus qui sont prédépositionnels, dépositionnels et post-dépositionnels. Des processus qui sont extrêmement complexes. Ça peut être des processus environnementaux comme ça peut être des processus anthropiques. Mais au final, le site archéologique va atteindre un certain degré d'équilibre. Le problème, c'est que les sites archéologiques subaquatiques, contrairement aux terrestres, qui, une fois qu'ils sont enfouis, si on n'a pas de projet d'aménagement puis on ne creuse pas, sont laissés tranquilles. En subaquatique, la plupart du temps, sont très peu enfouis. Des fois, sont enfouis, mais sont très peu enfouis. Donc, eux, à part le chalutage et le pillage, évidemment, qui est encore problématique de nos jours, les sites subaquatiques sont soumis aux conditions environnementales. Au travers des changements climatiques, ces conditions environnementales-là vont changer drastiquement de toutes sortes de façons. Donc, le patrimoine submergé est vraiment sensible à tous les facteurs qui vont changer dans le futur. Toutes les zones touchées, c'est toutes. C'est les côtiers, c'est à faible et moyenne profondeur, à grande profondeur. Évidemment, on n'a aucune idée des impacts que ça va avoir. Donc là, c'est important d'avoir des inventaires de tout ce type de ces sites-là, en fait, pour avoir une baseline, pour être capable de faire du monitoring, la surveillance, puis essayer de quantifier les impacts que ça va avoir dans le futur. Donc, vous avez tous les impacts directs des changements climatiques au travers. La moule zébrée, vous pouvez voir, juste en 5 ans, le site a été complètement couvert. Le poids est la structure est en train, en fait, complètement de s'effondrer. Puis, la moule zébrée qui filtre énormément les eaux environnant de l'épave, c'est en train d'augmenter l'acidification de l'environnement. Donc, la dégradation est accélérée pour les différents matériaux. Quelques exemples, le site du Fort Saint-Jean sur lequel on a travaillé, impact des glaces. Vous pouvez voir, ça, c'est un site de quai, dans le fond. À chaque année, on trouve des nouveaux pieux parce qu'il y a du désensablement. Puis également, l'impact des glaces fait en sorte qu'il y a des pieux qui sont arrachés à chaque année. Site d'épave, donc ça, c'est une étrave. Pour certains qui le savent, une étrave, c'est gros, c'est lourd. À chaque année, l'étrave bouge. Donc, c'est un site qui est extrêmement dynamique, un site qui a été découvert d'ailleurs après les inondations de 2011, inondations qui vont devenir récurrentes éventuellement. Donc, c'est un site qui est extrêmement dynamique, puis on est un petit peu dans l'urgence pour avoir le plus d'informations possible sur cette nouvelle épave. Au travers des impacts directs, on a des indirects aussi.
pour les travailleurs, pour les plongeurs, donc des impacts majeurs sur la santé et la sécurité, puis les conditions socio-économiques aussi, qui sont liées, dans le fond, au site archéologique et au patrimoine. Quelques exemples de projets multidisciplinaires. Michel Lourd, qui était l'ancien directeur au DRASM en France, a dit que sauver la biodiversité et l'archéologie, c'est le même combat. La mer n'a jamais été une frontière, c'est un espace qui unit les régions qu'elle sépare. Vous le savez, les projets multidisciplinaires, on aime ça. Donc, l'importance du patrimoine culturel. L'archéologie subaquatique est une plus-value dans les sciences environnementales et dans la lutte au changement climatique parce que, entre autres, ce qui se cache dans les profondeurs favorise l'intérêt des scientifiques et du public. Donc, on est capable d'aller chercher de l'intérêt et éventuellement de la collaboration avec les communautés locales. Éventuellement aussi le public. Là, les épaves, ça a toujours été mystérieux et tout ça. Donc là, si on est capable d'avoir cette attention-là puis la rediriger sur des enjeux puis sur du développement scientifique, c'est vraiment winner. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est un patrimoine qui est grandement à risque de destruction et d'exploitation. C'est des écosystèmes complexes et dynamiques, donc il y a des sédiments, il y a de la biodiversité, il y a des analyses à n'en plus finir sur des sites d'épaves. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le plus d'informations environnementales et archéologiques parce qu'on essaie d'intégrer les ressources naturelles et culturelles. On essaie de casser la dichotomie entre la nature et la culture parce que l'un ne va pas sans l'autre. Finalement, le patrimoine subaquatique est un vecteur de changement, d'adaptation et de développement durable. Puis comme je vous ai expliqué, l'archéo subaquatique nous sert à lier le passé, le présent et le futur. J'avais des exemples. Projet Pirogue, sur lequel on a fait aussi du carottage environnemental. On a fait de la fouille à l'intérieur, de la modélisation 3D, caractérisation de la bathymétrie, pour comprendre le site archéologique, puis éventuellement, l'archéologie a mené à bien les informations sur l'environnement, entre autres sur le niveau du lac Papineau qui a changé. Puis ce projet-là, en fait, a inspiré une autre phase de projet, collaboration entre le CL et technologies autochtones en archéologie expérimentale. Donc, ils ont repris des techniques ancestrales, ils ont gossé leurs outils pour être capables de recréer une pirogue. Donc, ça, c'est la patente. Pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est pas une surprise, le Scotsman, le projet Voir la mer, qui est un exemple assez incroyable de multidisciplinarité, qu'on espère avoir d'autres phases éventuellement. On a fait de l'archéologie, on a fait de la sédimentologie, on a fait du carottage aussi, on a de l'inventaire de biodiversité qu'on aimerait pousser plus loin. Il y a le monitoring de l'affouillement autour qu'on aimerait développer encore. Puis ça nous a mené aussi, un des aspects importants de l'archéologie, c'est la diffusion. Donc là, vous pouvez voir l'image dans le milieu. En fait, c'est une exposition au Musée maritime de Lillet en ce moment. Donc, vous mettez le casque de réalité virtuelle, puis vous devenez un archéologue subaquatique sur le site de l'épave. Donc, c'est super trippant. Malheureusement, on ne l'a pas essayé. Il y a juste notre collègue Vincent qui l'a essayé. On est jalouse. Mais si vous passez par Lillet, arrêtez-là, puis dites-nous comment vous avez trouvé ça. Donc, moi, je vais prendre, merci, la suite pour vous présenter notre nouveau projet multidisciplinaire dans lequel l'IRMA s'est impliqué, dans lequel je suis impliquée comme postdoctorante à l'ISMER et en histoire à l'UQAR. Donc, c'est le projet en lien avec la flotte de Walker. Donc, petite histoire très, très rapide. En 1711, il y a une tentative d'invasion de la Nouvelle-France par les Britanniques qui vont prendre, entre autres, une voie maritime. Ils vont arriver avec 70 navires et près de l'île aux œufs, donc on est au nord de Bécomo, un peu au sud de cette île, vont faire naufrage suite à une très mauvaise compréhension de leur environnement et l'absence de pilotes d'expérience. Et ils vont perdre 8 navires. Et c'est un événement qui pas très bien connu dans la population générale, mais par contre, pour la communauté locale, c'est extrêmement important. Récemment, en fait, il y a eu une conférence qui a été donnée par des chercheurs en lien avec ce projet-là et tout le monde était vraiment très intéressé de venir en parler, de venir montrer qu'est-ce qu'ils savent de l'histoire de la flotte de Walker, même si ça fait 300 ans. Pour eux, c'est encore extrêmement vivant. Donc, ce projet-là, en fait, va mener des archéologues, des gens en océanographie, en histoire, en littérature, en histoire orale, en ethnologie, à travailler ensemble, différents départements, différentes sciences, pour comprendre les circonstances qui entourent l'expédition, qui entourent le naufrage,
C'est aussi un naufrage qui a laissé beaucoup de traces dans la littérature du 18e, 19e et même au 20e siècle. On a différentes histoires. On va de la romance avec une concubine de la reine, avec des espions. On a des journaux d'archives où est-ce que le Walker va être traité d'incompétent par ses propres officiers. Donc, vraiment, toute une grosse saga judiciaire autour de ça à travers les archives, mais également avec les sciences environnementales, on va pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas encore exactement certain, mais également à travers toutes les archives, comprendre l'environnement du passé et pouvoir le comparer à l'environnement actuel, comprendre bien, les navires, s'ils ont fait naufrage à tel endroit, où est-ce qu'on pourrait éventuellement retrouver les carcasses, par exemple. Donc, cet été, on fait la première semaine de juillet, je m'en vais sur la Côte-Nord avec d'autres chercheurs, également avec le CITCO. On va aller faire une campagne de télédétection dans les zones qui ne sont pas connues. Donc, ce que vous voyez, on fait en orange sur la carte, c'est les zones qui ont été explorées avec le LIDAR ou en plongée, c'est les zones vraiment peu profondes, mais tout le reste n'a jamais été expertisé. Donc, nous, avec un sonar à balayage latéral, multifaisceau et magnétomètre, on va aller s'intéresser au trajet que les navires ont pu prendre lorsqu'ils ont fait naufrage. On va regarder s'il n'y aurait pas des sites de délestement où est-ce que, par exemple, on aurait jeté les ancres et les canons pour tenter de ramener les navires. Donc, c'est le prochain projet là, c'est tout début, mais qui est vraiment très palpitant parce que c'est à nouveau un projet multidisciplinaire. Hein. Et vraiment, ce qu'on vient chercher avec l'archéologie, c'est également cet attachement émotionnel à la mer. Depuis le début, depuis hier, en fond, j'entends beaucoup parler, on parle de maritimité, comment est-ce qu'on peut l'actualiser, en parler aujourd'hui. Et moi, j'aimerais rapporter peut-être un nouvel aspect, c'est le penser aussi en termes de temporalité. Parce que la maritimité, on doit la penser également en termes de patrimoine, comment est-ce qu'elle a été vue. Et tout ça nous permet d'avoir un attachement émotionnel et de raconter des histoires. Et l'être humain adore se faire raconter des histoires. Et je pense qu'il faut le prendre en considération lorsqu'on veut ramener les gens vers le Saint-Laurent, c'est les ramener aussi vers leur histoire et vers leur patrimoine. Donc, l'archéologie subaquatique, nous, on vise vraiment, en fait, pour cette multidisciplinarité, de pouvoir décloisonner les fameux silos universitaires, décloisonner aussi avec les milieux de recherche, les sociétés d'histoire, les musées, les communautés locales, pour vraiment bien les comprendre, bien comprendre leur processus de formation, mais également permettre de les protéger, parce que lorsqu'on aime quelque chose, on veut vouloir le garder à tout jamais. Je vous remercie pour votre collaboration et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Vraiment super intéressant. Je vais vous raconter une histoire maintenant. Non, c'est pas ça? Ah, OK. Désolée. On manque un peu de temps pour les histoires. Donc, merci. La prochaine présentation, on sort un petit peu de notre thématique. On va parler de l'Expédition Bleue. Donc, c'est Anne-Marie Asselin qui est fondatrice de Organisation Bleue, biologiste marine également, et Laura Rovensi, qui est chercheuse au département de génie civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal. Ah, voilà. Une ici, puis ouais, comme tu veux. On n'arrive pas à se décider ici. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un honneur aujourd'hui de vous présenter le fruit de la grande expédition qu'on a menée l'été dernier, à la fin du mois d'août jusqu'à la mi-septembre. Donc, l'Expédition Bleue, sans plus attendre. Je me présente Anne-Marie Asselin, je suis fondatrice et l'instigatrice de l'Expédition Bleue. On a mis sur pied ce projet haut en couleur, je pourrais dire, où on a rallié plusieurs femmes et communautés sous-représentées du milieu scientifique et de la recherche-création afin d'élever les voix sur des enjeux de changement climatique, mais également de la pollution plastique dans le Saint-Laurent. Je laisse ma collègue Laura se présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Laura Rovenzik, docteure en physico-chimie, actuellement en post-doctorat à Polytechnique à Montréal. Et je parlerai un petit peu de la partie microplastique un peu plus tard. Merci. Parfait. Donc, pour vous mettre en contexte, l'Expédition Bleue a eu lieu à bord du majestueux voilier Ecomaris pour vraiment se dénaturer, je pourrais dire, des grands bateaux de recherche
Et pour diminuer notre empreinte écologique, on a choisi un vaisseau à voile pour vraiment représenter finalement les valeurs qu'on voulait véhiculer. On a eu la chance de naviguer avec un équipage de 15 personnes durant 21 jours, justement, donc une expédition de 3 semaines, où on a sillonné le Golfe à la recherche de littoraux, des zones, des petites îles aussi qui sont peu connues et peu visitées par les humains. Donc, on a eu la chance d'avoir accès à des rivages protégés, avec l'obtention de plusieurs permis à travers plusieurs ministères. D'ailleurs, le RQM nous a aidés dans cette tâche exhaustive, ce qui nous a permis d'avoir accès, comme je disais, à des réserves fauniques, des réserves aviaires aussi dans le nord du Québec, très proche du Labrador notamment. On a eu accès aussi à l'île Brion, au large des îles de la Madeleine. Le projet a été réalisé, évidemment, grâce au soutien du programme Odyssée, donc à travers le temps navire. Donc, c'est vraiment avec l'appui du RQM et du FRQ qu'on a réussi à monter un projet, ça va résonner à la présentation qu'on vient juste d'avoir, un projet multisectoriel, transdisciplinaire, qu'on aime dire, où on a vraiment joint les forces de la science et de la recherche-création dans l'objectif de communiquer en temps réel au grand public. Donc, notre intention était vraiment de refléter notre travail avec la majorité, avec les Québécois et les Québécoises, pour vraiment partager nos percées durant l'expédition. Donc, le trajet exhaustif et ambitieux a pris le départ de Sept-Îles, donc en Côte-Nord, où on est monté jusqu'à l'archipel Mingan pour ensuite aller vers l'archipel Sainte-Marie. On s'est arrêté à Tête-à-la-Baleine pour ensuite traverser vers Terre-Neuve. Pourquoi vers Terre-Neuve? En fait, c'était pour vraiment dresser le portrait de l'autre côté du rivage québécois et pour vraiment sillonner l'entièreté du golfe du Saint-Laurent, pour ensuite retourner vers Anticosti et terminer Île-Brion et les îles de la Madeleine. Donc, un parcours quand même très ambitieux. L'Écomaris, c'était la première fois qu'il parcourait autant, en fait, de milles nautiques, et c'était aussi la première fois qu'il quittait la côte. Donc, on avait un équipage très expert à bord là, pour nous permettre de faire tout ça, dont un mécanicien de 2e classe là, pour nous permettre cette grande traversée. Voici notre équipage, donc 15 personnes en sciences, en lettres et en audiovisuel, sans oublier l'équipe de navigation. Donc, je vous montre l'équipage d'une part pour vous montrer la diversité des visages, la diversité des expertises aussi, et pour prouver un peu que on avait vraiment toutes sortes d'experts à bord et expertes, notamment l'équipe de navigation là, qui a vraiment réussi avec brio cette traversée, mais aussi toute l'équipe de sciences derrière, donc l'étude du plastique, du microplastique portée par Laura, les chercheuses en recherche-création littéraire de l'UQAR, qui étaient constituées de 2 étudiantes et 2 professeurs qui ont vraiment mis à profit leurs plumes durant toute l'expédition, et l'équipe de production qui était constituée d'un réalisateur, un directeur de la photographie et un preneur de son qui était vraiment dans l'objectif de produire un documentaire et tourner aussi de la réalité virtuelle à bord, des projets créatifs qui sont en cours de production. Donc, la démarche transdisciplinaire, je l'ai effleurée, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, des scientifiques, moi-même, qui portaient un projet de macroplastique à travers mon OBNL. C'est un projet de recherche citoyenne que je porte depuis 4 ans déjà, où j'échantillonne un peu le littoral sur qu'est-ce qu'on retrouve en termes de pollution sur le macroplastique sur nos rivages. Évidemment, le microplastique que Laura porte depuis plusieurs années déjà, afin de mieux comprendre l'incidence du microplastique dans le Saint-Laurent. Et plusieurs rencontres aussi avec des scientifiques où on a récolté des témoignages, notamment à la station de recherche des îles Mingan, où on a rencontré un spécialiste sur les grands rorquals qui a témoigné un petit peu de son inquiétude par rapport à la diminution des grands rorquals dans le Golfe depuis quelques années déjà. On a aussi produit le matériel audiovisuel et les créatrices littéraires ont vraiment fait aussi tout un travail de création, donc dans la brièveté, pour rejoindre le public en temps réel, donc à travers des outils numériques, notamment des carnets de bord, des blogs, et on a fait plusieurs publications aussi instantanées sur Instagram et Facebook, à travers des cartes postales, par exemple, où on pouvait vraiment communiquer avec émotion les percées scientifiques qu'on faisait à bord. Je passe le micro à Laura.
Alors, je vais déjà commencer par expliquer pourquoi c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe dans Saint-Laurent. Tout d'abord, parce que il a été montré il y a quelques années que 80% de la pollution plastique qu'on retrouve dans les océans provient en fait de l'intérieur des continents par l'intermédiaire de nos fleuves et de nos rivières. Ensuite, plus particulièrement le Saint-Laurent, parce que on sait aussi que le nord du Canada est en fait un territoire qui va rapidement se réchauffer à cause du changement climatique. Je peux le faire. Donc c'est dans ce contexte finalement que j'ai été invitée en tant que chercheur spécialiste des microplastiques à intervenir et à participer à cette expédition pour étudier et documenter les microplastiques dans les eaux de surface du Saint-Laurent et aussi témoigner des changements climatiques. Donc on s'est particulièrement intéressé lors de cette expédition à la partie golfe du Saint-Laurent, notamment parce qu'il y a une hydrologie qui est très particulière avec un certain nombre de gyres. Celui qui nous intéressait particulièrement, c'est le gyre du nord-ouest, donc qui est juste à côté de l'île d'Anticosti. Donc si vous vous souvenez un petit peu de la carte qu'a présentée Anne-Marie tout à l'heure, donc on peut revoir un petit peu notre tracé qui est passé par ici. Et il faut savoir en fait que, comme disait Anne-Marie aussi, c'est un projet qui est aussi une poursuite d'autres études qui ont été menées depuis 5 ans, lors desquelles on a essayé d'accumuler beaucoup de connaissances, en fait, de faire beaucoup de relevés en fait, sur le Saint-Laurent pour collecter des données sur les microplastiques tout le long du continuum du Saint-Laurent. Mais c'est vraiment la première fois qu'on a pu atteindre d'aussi près le gyre du Saint-Laurent et aussi de pouvoir documenter ce qui se passe dans le Golfe. Donc, pour la stratégie expérimentale qu'on a utilisée, en fait, on s'est basé sur un protocole que j'avais déjà développé lors de précédents prélèvements, donc en 2019 et 2020, qui utilise en fait une technologie par pompage, donc qui permet de récolter beaucoup d'eau et donc beaucoup de microplastiques. Donc, on s'intéresse seulement aux eaux de surface et c'est aussi une technologie qui est vraiment adaptée à la collection dans les fleuves. Donc, ce travail a déjà été publié et il faut savoir que c'était une collaboration entre McGill et Merinov avec le support du RQM. Donc, vous pouvez voir sur cette photo un petit peu le montage qu'on a utilisé. Donc, c'est une pompe tout simplement volumétrique sur laquelle on a branché un tuyau en fait en acier inoxydable de 20 mètres. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, c'était assez périlleux de pouvoir trouver une façon d'attacher ce tuyau et de le faire arriver dans l'eau. Donc sur un voilier, c'est quand même assez challengeant. Mais on a trouvé au bout de 2 jours une façon de bien amorcer les choses. Et donc cette façon en fait de prise en eau est assez intéressante parce qu'elle nous permet de récolter, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'eau, mais aussi de pouvoir séparer les échantillons, donc séparer les particules par taille, ce qui va beaucoup faciliter derrière les analyses au laboratoire. Donc on a récolté en fait 2 types d'échantillons. Donc malheureusement on ne voit pas sur la photo ici, mais on a utilisé des filets en fait pour récolter les particules les plus grosses. Donc là on a bien pu filtrer 1000 litres d'eau, mais on a aussi récolté tout simplement de l'eau pour analyser les plus petites particules après en laboratoire. À côté de ça, on a également fait des analyses complémentaires pour regarder par exemple d'autres paramètres comme les paramètres de l'eau ou les conditions de navigation, donc les conditions de terrain. Parce que tout simplement, tous ces paramètres peuvent avoir une incidence sur les données qu'on a collectées. Donc tout d'abord, on a fait des relevés physico-chimiques de l'eau de surface, comme par exemple sa température, son pH, sa conductivité, parce que ces paramètres en fait peuvent avoir une influence sur la flottabilité des microplastiques et sur leur agrégation. Donc bien sûr, tout ça, ça peut bien jouer sur nos jeux de données. Et ensuite, on a aussi relevé les conditions de terrain, donc de navigation et météorologique, parce que également les forces du vent, les forces du courant peuvent influencer sur le brassage au niveau de l'eau de surface, et les microplastiques pourraient ne plus être en surface, mais pourraient être dispersés différemment sur la hauteur de la colonne d'eau. Donc voilà, c'était pour la partie microplastique. Maintenant, on va revenir à Anne-Marie pour la partie macroplastique. Merci.
En parallèle du microplastique, donc on avait vraiment une méthodologie en vis-à-vis finalement. Les échantillonnages de la colonne d'eau étaient faits à proximité des rivages. Comment on a fait pour cibler des rivages finalement pour potentiellement trouver de la pollution plastique? Eh bien, on a appliqué des cartes hydrographiques, notamment là, de Environnement et Changement climatique Canada, où on a pu identifier un petit peu la présence de gyres, de courants marins. On a récolté aussi des témoignages de personnes qui habitent localement sur la Côte-Nord, dans les îles de la Madeleine ou même à Terre-Neuve, pour nous identifier quelques zones qui semblaient plus à risque. Eh bien, vous pouvez probablement soupçonner que la réalité du terrain s'est avérée très concluante, malheureusement. Et donc, on a retrouvé énormément de pollution un peu partout sur les berges du golfe du Saint-Laurent. Je pense précisément à l'île d'Anticosti, notamment, où on a retrouvé des berges extrêmement polluées. Ici, c'est une photo de moi et Viridiana qui est en train de ramasser du cordage dans l'archipel Mingan. Donc, énormément d'incidences de la pollution générée par l'industrie de la pêche, entre autres, mais aussi le reflet un peu des mœurs de notre société avec beaucoup de plastique à usage unique. Donc, on voit ici une photo à Anticosti, entre autres, sur le versant sud, et une photo ici à Terre-Neuve, où on a ramassé des quantités de cordage astronomiques, qui, dans certains cas, se désagrègent en petites poussières, donc énormément de plastique très volatile. Notre recensement, comment on a procédé, donc la méthodologie, c'est un protocole et une méthodologie qu'on peaufine et qu'on raffine depuis 4 ans déjà. Donc, c'est un protocole assez simple, je pourrais dire, mais qui a vraiment un grand impact. On quantifie et on qualifie les types de plastique retrouvés selon des catégories bien précises, mais assez exhaustives. Donc, on va classifier des emballages de nourriture, par exemple. On différencie des bouteilles de plastique, les bouteilles de verre, des contenants et jusque même aux engins de pêche, donc le cordage versus des bouées en styromousse, des défenses de bateaux, etc. Ces données-là sont cruciales, malgré que ce soit un recensement assez simple. Elles sont cruciales parce qu'elles nous permettent vraiment d'identifier des incidences, d'une part, de courants marins, également de bouches d'égout, donc les fameuses bouches de renflouement municipaux. On voit beaucoup d'incidences relativement à ça. Et également des mœurs de la population québécoise relativement à l'état de nos berges. Je vous amène ailleurs dans la stratégie de communication et retombées, puisque c'est un incontournable. L'Expédition Bleue a vraiment créé une marée d'engouement auprès des médias. Donc, il y a une petite erreur sur le chiffre. On parle d'une portée de 13 millions à travers le Québec, plus de 80 entrevues, radio, télévision, journal et également web qui ont été réalisées autour du projet. Ça montre vraiment l'importance du travail des créatrices littéraires, en fait, puis de l'alliance interdisciplinaire qu'on a faite, puisque nos outils de communication ont vraiment permis de rejoindre le public. Ça exacerbe aussi l'enjeu de la pollution. Les Québécois se sentent souvent déconnectés de leur environnement, sont conscients des changements climatiques, sont conscients des images de pollution à l'international, mais qu'en est-il vraiment de nos rivages et de l'état des lieux? Ça montre vraiment l'intérêt de partager ces nouvelles-là avec le grand public. Donc, plus de 80 publications faites et 41 000 emportées sur les réseaux sociaux à travers les canaux qu'on a développés de l'Expédition Bleue. Une autre stratégie a été d'utiliser notre réseau de partenaires. Donc, on a eu une grande campagne de communication et de découvrabilité grâce à leur soutien, donc qui ont partagé finalement nos ressources, nos publications, nos témoignages. Et ça a vraiment aidé à briser finalement les canaux et les écochambres. Donc, on a vraiment rejoint un maximum de gens à travers ça. Et donc, pour les retombées scientifiques, il en manque quelques-unes, mais en gros, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, puisque la base de données sur le macroplastique a été entendue et vue à travers le projet de l'Expédition Bleue par le ministère Environnement Changement climatique Canada. On s'apprête en 2024 à rendre cette base de données-là publique pour que les données puissent servir, entre autres, à avoir une méthodologie adaptée et standardisée à travers les provinces du Canada, mais également pour pouvoir établir un grand rapport quinquennal, finalement, sur l'état des lieux, ce qui n'avait pas été encore fait à ce jour. Pour ce qui est des microplastiques, oui, je te passe le micro. C'est pas écrit donc sur la slide, mais pour conclure sur les microplastiques, je voulais juste rappeler donc l'Expédition Bleue conclut en fait 5 ans de recherche sur les microplastiques dans le fleuve du Saint-Laurent.
et que grâce à toutes ces expéditions, en fait, on a pu mettre au point une cartographie des concentrations de microplastiques de Montréal jusqu'en fait au golfe du Saint-Laurent, donc en tenant compte de la partie fluviale, de l'estuaire fluvial et maritime et du golfe, ce qui va permettre en fait de mieux comprendre le trajet des microplastiques des grandes villes vers les océans, mais aussi d'essayer de comprendre aussi leurs sources en termes d'activité humaine. Voilà, tu veux conclure? Vas-y. Donc, pour conclure rapidement, on croit que notre approche positive, sensible et artistique a servi davantage à outiller la population générale aux enjeux traités, notamment la pollution et les changements climatiques. On espère sincèrement avoir créé un précédent. On espère reprendre la mer aussi pour aller explorer d'autres rivages, d'autres régions du Canada pour constater de l'état des lieux un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, mais en espérant pouvoir propulser finalement la recherche et l'interdisciplinarité au service de la conservation de l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bel exemple de projet multidisciplinaire. Donc, on va passer à notre dernière présentation. Donc, Gwenaëlle Chailloux, elle, je la connais pas. Gwenaëlle, qui est professeure en océanographie, donc à l'ISMER, nouvelle directrice du RQM, et Lily Lessard, professeure au département des sciences de la santé de l'UQAR. C'est à vous. On opte pour une autre option, le micro. Donc, ce matin, on a eu par Edith, elle a dit une phrase, et c'est sur ça que je vais commencer ma présentation. On a besoin de la terre. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un milieu de marge, d'un milieu qui est très dynamique et qui est entre la terre et la mer, qui est dépendant, qui est sur terre. On a besoin de la terre. C'est une ressource qui est sous nos pieds, qu'on voit très peu, c'est l'eau souterraine en milieu côtier. Alors, dans la salle, qui a un puits privé? Qui prend son eau à partir d'un puits privé? 1, 2, 3. Qui ne sait pas? Qui n'en a aucune idée? Oh, aux îles de la Madeleine, vous êtes en aqueduc, mais sur un puits. C'est l'eau souterraine. OK. Au Canada, c'est à peu près 30% de la population qui est sur des puits privés et qui a accès à son eau souterraine. Et en fin de compte, je voulais vous interroger aussi sur c'est quoi pour vous l'eau souterraine? C'est quoi l'eau souterraine? Allez, on est les derniers là sur scène, allez go. Hein? C'est l'eau. Ouais, mais ça se présente comment? Est-ce que c'est ça? Ah, c'est de l'océanographie souterraine. C'est de l'océanographie, c'est subaquatique. Est-ce que c'est ça selon vous l'eau souterraine? Ben non, c'est ça. Ça, c'est des zones vraiment, c'est de l'eau en dessous nous, dans des zones karstiques, mais nous, là, c'est vraiment pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'eau souterraine, c'est l'eau qui est contenue dans les pores, les interstices entre les roches. Donc, ça peut être les interstices entre les grains de sédiments ou les interstices ou les craques de la roche-mère. Et c'est cette eau-là, finalement, qu'on va aller explorer. Et on l'explore non pas en bateau. Donc, finalement, on va vous ramener à terre avec Lily. On va aller creuser des puits et on va aller regarder ce qui se passe là-dedans. Donc, salinisation. Qu'est-ce que c'est, la salinisation? Eh bien, quand on est en milieu côtier, là, moi, j'ai besoin de vous montrer. Je vais me mettre ici. Je suis désolée, là, mais quand on est en milieu côtier, finalement, notre eau souterraine, c'est une eau douce. Donc, elle va avoir tendance à flotter sur une eau plus salée. Et quand on est en milieu côtier, ce biseau salé, c'est l'interface entre l'eau salée et l'eau douce, c'est un milieu dynamique, donc c'est un milieu c'est une interface qui va bouger. Donc là, vous imaginez bien que plus on se rapproche de la plage, puis moi j'adore aller à la plage, même si ce matin on a dit que c'était un peu trop froid et tout, mais bref, moi j'aime ça aller par là, et plus on va se rapprocher de cette interface-là.
OK? Donc, ça veut dire que nos puits, ils vont se rapprocher de l'interface. Et là, si on pense à l'élévation du niveau marin, avec ce que nous prédit le GIEC et ce qu'on sait ce qui se passe dans notre région, eh bien, on va avoir... Oh, mes fonctions ne bougent plus, mais on va avoir un mouvement du biseau salé qui va être permanent et qui va pouvoir se déplacer sous nos puits. Et ça, c'est sans compter la submersion marine, donc vraiment les zones de tempête qui vont venir par-dessus aussi et recouvrir nos puits. La salinisation en milieu côté, elle est causée par l'exploitation excessive des eaux souterraines. Aux îles de la Madeleine, vous en avez eu pas mal d'actions là-dessus. Et c'est pour ça que vous êtes allés sur des aqueducs plus centrés au milieu des îles, mais aussi à l'élévation du niveau de la mer et au changement climatique, et on parle surtout de la recharge. Donc finalement, le biseau salé, là, il va être fonction de la recharge, de la pluie qui tombe et qui alimente notre eau, notre réservoir d'eau, et de la hausse du niveau marin. C'est ce qu'on appelle le coastal groundwater squeeze, donc un peu à la même manière qu'on parle de l'érosion, sur nos côtes, on peut parler d'une érosion du biseau salé, et ça, on va se poser la question de l'accès à une ressource de qualité. Alors, notre situation dans l'Est du Québec, en quelques chiffres, c'est 50% de la population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui s'alimente sur des puits privés. Donc, c'est plus que la moyenne au Canada. C'est 15% des puits du Bas-Saint-Laurent qui sont à moins d'1 kilomètre. Pour ceux qui connaissent la géographie et comment les gens, la population s'est installée sur notre territoire, eh bien, c'est autour d'une route, la 132, là, puis on est tous coincés là. Donc, c'est 15% à moins d'1 kilomètre, 40% à moins de 5 kilomètres. Quand on passe en Gaspésie, c'est 46% qui sont à moins d'1 kilomètre et 78% à moins de 5 kilomètres. Ça, c'est ce que nous prévoit les hausses de niveau marin. Donc, plus c'est rouge tirant vers violet, plus c'est important. On se retrouve dans une zone... j'ai raté mon affaire, mais vous le savez bien que ça va avoir tendance vraiment, chez nous, c'est autour d'une centaine à 102 centimètres qu'on prévoit à l'horizon 2100. Donc, la salinisation, actuellement, c'est la plus grande forme de contamination des eaux potables, pas seulement en milieu côtier. Et selon vous, ça, est-ce que ça va avoir... est-ce que ça se goûte? Est-ce que quelqu'un qui a une eau qui se fait saler, là, ou dont le biseau salé commence à bouger, est-ce qu'on s'en rend compte? Ah, bah tiens. Je parle d'avoir. Je voulais juste vous dire que dans l'est des îles, à Grande Entrée, il y a eu, à l'époque, on avait besoin d'eau potable pour les usines, puis on s'en est aperçu qu'à force de forer et de siphonner à grand volume, surtout la période du poisson de fond, où on avait besoin d'un grand apport d'eau douce, on s'en apercevait, amenant sa montre. Un peu plus loin, le puits encore ça montre. À force de tirer, l'eau salée venait qu'à se rendre jusqu'au puits. Et c'est partout aux îles, c'est comme ça. Si tu retires trop, tu viens aspirer finalement l'eau qui devient saumâtre et imbuvable. C'est pour ça qu'aux îles, assez rapidement, la municipalité, je pense maintenant, il y a juste Pointe-aux-Loups, qui est pas sur... Non, mais ils ne sont pas sur aqueduc encore. Il me semble qu'il restait cette... Ouais, hein. Mais c'est ça, la communauté a pris la décision de passer sur un aqueduc et puis d'aller chercher une source. Donc, je pense qu'il y a juste quelques usines ou des grands préleveurs qui maintenant utilisent l'eau et puis mais est-ce qu'ils l'utilisent pour boire? Ah ouais, OK. Ben, je suis intéressée. On va aller les visiter, alors on va retourner. Ah oui, ouais. Donc ça goûte. Ouais, hein, ça goûte. Ben, ça goûte pas toujours, finalement. En fait, ça goûte quand il y a une certaine concentration qui est passée. Et une fois qu'on la goûte, là, c'est qu'on a bu un sacré temps sans s'en apercevoir
qu'on buvait de l'eau salée. En fin de compte, il y a un angle mort. On s'est rendu compte avec Lily, en discutant il y a quelques années maintenant, pendant la pandémie, finalement, on a beaucoup discuté. C'est un projet pandémique, une petite activité de pandémie. On a vu qu'il y avait vraiment un angle mort dans ces études-là, c'est la santé des communautés. Et, la salinisation, c'est la plus grande forme de contamination, donc on pense à l'augmentation du sel, mais il y a tout un cortège de réactions géochimiques et biogéochimiques qui se passent quand de l'eau salée rencontre de l'eau douce. On en a parlé quand on a fait nos tables de concertation sur là-bas, eutrophisation. Ici, là, ça se mélange. On a une zone de mélange. C'est pareil ce qui se passe sous nos pieds. On a une zone de dispersion et de mélange dans laquelle on va avoir la mobilisation de certains métaux. On va parler de l'arsenic notamment. On va avoir aussi de la désorption de certains composés radioactifs. On va parler du radium et du radium aussi, qui peuvent être des problèmes pour la santé. C'est dans ce cadre-là que notre projet qu'on a appelé Eau-Salis s'est mis en place. C'est un projet multisectoriel sur l'intrusion de l'eau de mer dans les aquifères côtiers, donc dans les eaux souterraines. Et ce qu'on vise avec ce projet-là, c'est de proposer des solutions adaptées aux communautés côtières. Et c'est un projet qui réunit 3 axes de recherche qui sont interreliés et très connectés. C'est le risque à l'intrusion saline, c'est la qualité de l'eau souterraine, puis c'est la perception du risque que les gens ont, que les citoyens ont sur leurs propres ressources. Ce projet, il a été monté, tout à l'heure on parlait d'interdisciplinarité ou multidisciplinarité, et vous allez voir aussi que c'est un projet qui est multisectoriel. Et dans ce projet, on fait plusieurs activités. On s'intéresse à la projection de la hausse du niveau marin, à la cartographie des zones de submersion, à la modélisation du biseau salé, donc qu'est-ce qui se passe sous nos pieds, à l'analyse de l'eau souterraine. On fait des portraits de la qualité de l'eau à l'échelle régionale et à l'échelle d'une communauté. Et on fait aussi une étude de la perception des propriétaires du puits. Est-ce que leur eau est bonne? Est-ce qu'elle goûte? Comment est-ce qu'ils se l'approprient? On sensibilise les propriétaires, l'importance vraiment de sensibiliser les gens à bien comprendre ce qu'est l'eau souterraine, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un lac en dessous de leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'on parle de veine d'eau. Quand on fait appel à un foreur, il va chercher une veine d'eau. Alors les gens imaginent une veine d'eau et s'imaginent un tube avec de l'eau dedans, puis c'est comme ça qu'ils perçoivent, ils pensent qu'en dessous, chez eux, il y a ça. Et le tout est fait pour donner des outils et des pistes d'adaptation. Ah, OK. Donc, ce projet, en fin de compte, je veux faire on veut ici marteler, même si on est moins nombreux, mais on veut marteler que l'intersectorialité, la multidisciplinarité ou le multisectoriel, ça prend du temps à monter. Et ici, on est 2 représentantes, mais dans l'équipe, on est 3, 4. Et chacun, on a notre vécu en termes d'intersectorialité et d'intégration des organismes et des acteurs de la région. Le projet Eau-Salis, il s'est monté sur 2 programmes d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines qui ont eu lieu depuis 2012 dans la région du Bas-Saint-Laurent, financés par le MLCCFP, qui avait pour but de cartographier. Et en même temps, Lily, peut-être... Oui, bien, je peux parler rapidement. Donc, c'est un projet qui s'appelle Mon eau, mon puits, ma santé. C'est un projet qu'on avait ici dans la région de Chaudière-Appalaches. Et l'idée était de se doter d'un plan d'action intersectoriel pour encourager les propriétaires de puits privés à faire leur analyse. Ça coûte très cher, les laboratoires ne sont pas disponibles, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de fausses croyances. Beaucoup de gens vont hésiter à faire analyser leur eau parce qu'ils ne veulent pas savoir s'il y a un problème, parce qu'ils vont se retrouver seuls avec ça. Donc, c'est un projet d'accompagnement, en fait, d'empowerment des communautés. Moi, je suis du domaine de la santé communautaire, donc ça a été un petit peu notre lien. Puis, Gwenaëlle m'a appelé, c'était avant la pandémie, là, ça qu'on avait commencé à en parler alors, mais de voir est-ce qu'il y aurait moyen de profiter des 2 types d'expériences. Puis, il y avait également notre collègue Pascal Bernatchez avec toutes les études sur l'érosion. Puis le rehaussement des niveaux marins, en fait, qui allait apporter une 3e perspective. Donc, c'est un peu un cumul, en fait, de ces projets. Ça a été un petit peu vite, mais je pense que c'est correct. Comment je fais pour retourner derrière? Le rouge.
Vas-y. Oui, OK. Bon, ça nous a amené, en fait, avec un financement, présenter un projet qui s'appelait Osalis, donc avec ce que Gwenaëlle vous a présenté, qui était financé par le RISC, le Réseau intersectoriel sur l'inondation du Québec, et le RQM également. Et on a fait une phase 1, en fait. On a dit, on parle de multi-inter-transdisciplinarité. On pourra avoir une discussion, si vous voulez, off-record là-dessus. Ah, moi, je suis perdue. Mais, en fait, il faut commencer par le multi, constater le multi pour travailler vraiment en inter, puis éventuellement verser vers du transdisciplinaire. Donc, dans notre cas, je pense que c'est correct de nommer le multi parce que ça prend du temps à vraiment travailler à l'interdisciplinarité éventuellement. Donc, Osalis 1 nous a permis d'apprendre à nous connaître, en fait. Oui, on a des résultats de recherche, on peut vous en parler, mais ça a été surtout cette rencontre-là et ces financements, en fait, qui sont sur des très petites périodes, souvent, puis on fait ça un peu en catastrophe, dites vite, 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 il faut écrire le projet. Mais, en fait, Osalis 1 a été l'occasion, en fait, de la rencontre de différents types de sciences et des savoirs également de nos partenaires. On peut peut-être changer, puis on a eu la chance, par contre, grâce à un financement FQR, FRQNT, ou FRQ, en fait, de poursuivre avec une deuxième phase. Donc, maintenant qu'on se connaît bien, là, on peut travailler en interdisciplinarité. Je pense qu'on est rendu. On est capable. Ouais. Donc, on a un paquet de personnes qu'on a mobilisées, comme il disait. Vous aviez vos partenaires, on avait les nôtres. Les deux ont travaillé avec MELCCFP. Nous, on a amené les deux directions de santé publique, en fait, dans le projet. Il y avait également, vous étiez très actifs avec les ZIP et nos deux groupes travaillions avec les OBV également. Donc, ça a été un cumul quand même assez heureux de partenaires. OK, on va vous donner un peu de résultats, mais là, Geneviève, elle me fait vraiment les gros yeux, puis il me reste 1 minute. Mais moi, comme je suis la dernière, puis aujourd'hui, je suis chef, alors je peux me permettre de déborder. J'ai vu Dany, j'ai bien appris de lui. Alors, on va vous donner un peu de résultats. On va d'abord parler, mais vraiment brièvement, on va vous montrer des exemples de portraits de la qualité de l'eau, parce qu'on vous a fait saliver avec le sel, comment on a sensibilisé les propriétaires, comment on a regardé la perception et des pistes d'adaptation. Portrait de la qualité de l'eau, on vous disait, on habite tous autour de la 132. Tous les points roses, ce sont les points des puits qui sont accessibles dans les bases de données du service du SIH, Système d'information hydrogéologique du Québec. Et vous voyez que tous les points roses, là, ce sont des puits qui ont été répertoriés dans ce système-là. Nous, on s'est intéressé à 7 zones, à 7 communautés dans lesquelles nos OBV et nos partenaires du milieu nous avaient levé des flags. On a entendu qu'il y avait de l'eau salée, on a des problèmes d'arsenic notamment. On est allé regarder plus précisément. En fin de compte, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un 30%. L'eau est il y a à 30%, là, il y a l'eau de bonne qualité en termes de sel. Donc là, c'est des résultats sur le sodium. Elle est relativement bonne aussi, vous voyez, en grande majorité. Mais il y a quand même un 27 plus 1 plus 5, là, qui est limite, voire pas bon. Donc, il y a quand même des gens là qui boivent de l'eau qui est salée, mais qui ne savent pas forcément que ça peut être un peu pénible pour eux. Et quand on regarde plus en profondeur la géochimie, finalement, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de manganèse, beaucoup de problèmes de manganèse, ça c'est à la grandeur du territoire du Québec, mais on avait aussi des problèmes d'arsenic et de fluor, et ça c'est lié au type de roche et des contaminations qui sont naturelles, hein. C'est de la faute à personne, là. C'est nos roches qui sont comme ça, sauf que finalement nos types de pratiques, de comment nos foreurs connaissent le milieu, plus on est proche de la côte, plus il fore profondément. Et plus on fore profondément, plus on va chercher de la vieille eau ou de l'eau qui a transité dans des roches pendant longtemps et où il y a eu de la désorption de métaux. Ça, cumulé à de l'entrée de sel qui va avoir tendance encore à désorber les métaux, on va se retrouver avec des excédents. Donc, c'est 51% des échantillons qui avaient au moins un critère qui ne fonctionnait pas. Puis quand on demande aux gens, selon vous, quelle est la qualité de votre eau, il y en a 71% qui disent qu'elle est excellente, leur eau. Donc là, il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il y a des gens qui boivent de l'eau qui n'est pas de bonne qualité. D'où l'intérêt de sensibiliser les citoyens.
Bon, c'est pas grave. Je vais aller vers la conclusion rapidement. On a profité des rencontres, en fait, des échantillonnages pour sensibiliser les gens. Le sel, là, c'est pas dangereux, là, je vous dis, pour la santé. Ça n'en prend du sel dans notre alimentation, ça régule les différents liquides au niveau du corps, ça régule la tension artérielle, mais pour une portion de la population, ils doivent adopter une diète hyposodée, qu'on dit, faible en sel. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est les gens qui vont faire de l'hypertension artérielle, qui vont avoir des problèmes rénaux et tout ça. Pour l'hypertension artérielle, c'est 20 des adultes québécois, puis dans les zones où on était, c'est 30 de la population. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on n'utilisait pas les mêmes paramètres. Elle, quand elle dit « ça goûte le sel, c'est 200 microgrammes par litre ouais. », et moi, j'ai dit « quand il y a un problème de sel, c'est 20 ». Et ça ne goûte pas. Donc, c'est là l'importance, en fait, de faire ces analyses. Donc, c'était l'occasion de discuter avec les gens. On va aller vers la... peut-être juste terminer là-dessus. Un élément, dit là, on s'en va fouiller dans quelque chose qui est très intime, en fait, qui est l'eau potable des gens. Et l'eau, c'est la vie. Je pense que vous avez déjà entendu ça. On a dit, bien, si on amène le problème, il faut amener des solutions aussi en même temps. Donc, on est allé voir dans la littérature, c'est quoi les solutions d'atténuation de ce risque de salinisation, puis les solutions d'adaptation. Ça nous a amené à travailler avec des groupes intersectoriels, entre autres des gens du municipal, du provincial, mais on avait des gens des OBV, la santé publique, et voir qu'est-ce qui serait peut-être acceptable à présenter éventuellement à des populations. Donc, peut-être prochaine diapo, puis on va aller vers la conclusion. Donc, de voir... OK, c'est pas grave. Mais dans les différentes solutions, c'est ça, d'aller voir, tester un petit peu, commencer à tester l'acceptabilité sociale des solutions qui peuvent être mises en œuvre. On va terminer, mais je vais y aller avec on a parlé de la dissonance entre la perception puis le portrait de la qualité de l'eau souterraine. Moi, au niveau de la santé publique, c'est pas dans le viseur, l'eau, beaucoup par rapport au changement climatique. Je pense qu'on commence à voir un petit peu plus apparaître ce discours-là, mais très peu comparativement à d'autres, les effets des désastres, des événements météo extrêmes, les vagues de chaleur. Mais je pense que c'est important. Puis peut-être le fait que c'est pas bien documenté, c'est une des raisons, en fait. Puis je vais terminer en fait en disant, on en avait parlé, la recherche intersectorielle, elle est très porteuse de solutions. Nous autres, on ne veut plus se lâcher, là. On continue, on a une programmation sur les 10 prochaines années au moins, mais ça prend du temps à développer. Puis ça, c'est peut-être nos organismes subventionnaires éventuellement, ou ceux qui financent la recherche, mais d'avoir peut-être des projets structurants initialement pour qu'on apprenne à travailler ensemble, puis développer des véritables collaborations aussi. Merci de votre patience. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion pour cette session. C'était notre dernière présentation. Merci à toutes les personnes là, qui ont présenté cet après-midi. Mais je pense que c'est Gwen qui doit rester sur la scène. Elle était bien partie. C'est pour terminer. C'est pour ça que je m'incruste. Okay, merci. Merci à tous. Ça va conclure nos 2 belles journées. Avant que vous partiez, j'aimerais de vous dire à dans bientôt. Hein? On espère se voir dans 2 ans. On a vraiment, je pense que chacune, on a trouvé ça super de se voir en vrai. Hein? Peut-être que le Zoom va rester parmi nous, mais de se voir de temps en temps comme ça, de voir des jambes en dessous un visage, c'est vraiment fantastique. Je pensais pas que vous marchiez. Je pensais qu'on était toujours assis. Remarque, vous êtes assis là, mais bon. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontrés, puis je vous dis à dans 2 ans. Mais avant ça, j'aimerais vraiment que toute l'équipe d'organisation du RQM vienne. Alors, non, Geneviève. Viens, Geneviève. Oui. Geneviève, Maude, Kevin, Nathalie, Viri. C'est moi qui vais te prendre en photo. Donne ton appareil. Marie. J'aimerais vraiment que les gens vous voient. Puis j'aimerais vraiment vous donner une grande main d'applaudissements à toutes et tous. Vous avez fait un travail exceptionnel dans des conditions...
Vous avez fait vraiment un magnifique travail parce que sans vous, on serait pas ici tous ensemble. Vous nous avez offert... vous m'avez accueilli... Non, tu restes là. Elle bouge, elle peut pas s'empêcher. Hein? Elle aime pas ça. Hein? Ben, nous non plus. Alors, tu restes ici. Je voulais te dire vraiment merci. Je voulais tous vous dire et toutes vous dire merci. Bravo du travail que vous avez accompli. On a découpé des cocardes de graines ensemble. Ça crée vraiment beaucoup de liens. N'oubliez pas de les planter, vos cocardes, en sortant. Maintenant, j'aimerais qu'on accueille tous nos DT, nos directeurs thématiques qui font un travail exceptionnel pour animer aussi la science. Toi, prépare-toi. Dominique aussi, viens avec nous, là. Ben oui, on est tous ensemble. Non, toi, pas tout de suite, toi. Toi, tu vas t'asseoir là. T'as comme un petit truc. Il t'arrive comme... Ben merci aussi à vous. Merci de m'accueillir dans votre équipe. J'arrive... oui. Attention de ne pas tomber derrière, là, Kevin. Attention, il y a un trou derrière, là. J'arrive dans une super équipe. Avant de me mettre à pleurer, voilà, c'est ça. Bon, bref. Alors, moi, j'arrive, puis je pense qu'il y a des gens qui avaient des mots à dire à Dany, parce que... Lève-toi. Là, tu te lèves, tu restes comme ça. C'est-tu un bien cuit, donc, qu'on fait? Bon, Dany, tu peux monter toi aussi sur la scène. Je pense que tu n'es pas obligé de rester. Oui? Tu es fatigué? Bon. Ben c'est ça, je voulais dire quelques mots parce que on a eu quand même, on a commencé cette aventure-là pas mal en même temps. Hein. On a commencé, tu as pris le poste de direction du RQM, alors que j'ai pris le poste de co-direction de l'IFQM au même moment. C'était novembre 2019. Fait que là, on démarrait sur des bases solides ensemble. On avait des plans pour l'année suivante. Et puis, finalement, ça a été un sacré baptême de feu. La pandémie a frappé. Fait que ça nous a occasionné toutes sortes de défis de réorganisation d'une programmation, des défis de mobilisation d'une communauté qui ne savait pas trop comment réagir à tout ça. Mobilisation même de l'équipe. Là. C'est pas facile quand tout le monde est à la maison de maintenir des liens. Donc, des défis vraiment de toutes sortes. Puis, je pense qu'on peut dire que grâce à ton attitude positive, en tout cas, moi, ça m'a toujours réconforté. On a été capable d'attraper ces défis-là ensemble, puis de vraiment traverser la tempête, éviter les principaux écueils, apprendre beaucoup. Je pense qu'on a appris énormément de choses. Puis, au final, on voit que ça a bien fonctionné, tout ça, parce que on est réunis aujourd'hui dans un événement qui est génial. On le dit souvent, on voulait le faire à notre image, l'équipe, tout ça, tout le monde ensemble, mais grâce à ton leadership, il est à notre image. Puis si on revient 2 ans en arrière, même si c'était un peu insatisfaisant d'être tout le monde en ligne pour le premier avenir maritime, c'était quand même à notre image finalement. Puis dans les circonstances, c'était vraiment satisfaisant. Donc, je tiens à souligner, c'est ça, ton rôle, ton attitude positive, ton leadership, ta vision. Je pense que c'est vraiment important de le faire. Tu as vraiment su attraper la base solide là, qu'on avait héritée de Guillaume Saint-Onge. Puis tu lui as mis ta couleur, tu lui as mis ta vision. L'organisme est passé à une phase numéro 2, vraiment. Et puis on est là aujourd'hui, puis c'est une nouvelle phase qui va commencer avec un nouveau leadership. Et puis, moi, dans mon cas, c'est toujours un peu déchirant, là, les départs, tout ça, mais pour moi, on est deux collègues à l'ISMER, on a des recherches à faire ensemble, donc c'est dans mon...
Dans mon cas, à moi, c'est ça. Ça sera toujours un plaisir de continuer à travailler ensemble là, dans d'autres circonstances. Donc, Bien, moi, ça m'arrive souvent de passer des coups de fil à Dany, là, un peu découragée de notre monde académique qui stagne. Puis là, je dis, hey, on fait ça, puis Dany, il répond tout le temps, hey, on le fait. Fait que merci, Dany, pour ton audace. C'était un plaisir de se relever les manches avec toi pour soulever des défis de financement, des défis de société. Fait qu'on espère continuer à travailler avec toi plus que pas assez. Fait que merci, Dany, pour ta vision puis l'audace de faire les choses différemment. Ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Oui, ben écoute, je vais être très bref. Oui, ça me fait du bien. Très bref, oui, très concis. Hein? Par contre, l'élément est là, l'ouverture. L'ouverture au sens des idées un peu folles, des fois, ou quoi que ce soit, mais aussi cette ouverture-là, on le prône beaucoup. Vous l'avez vu, la dernière, on était rendu à trans. Je ne sais pas c'est à quoi, c'est extraterrestre trans, je ne sais pas trop quoi, là, mais ça paraît pas, mais c'est ça. C'est la petite construction, un pas à la fois. Cette ouverture-là, tu l'as mentionné, le tsunami ou la vague, la pandémie, peu importe, au lieu de le voir comme un frein, puis tout mettre sur pause pendant 2 ans ou 2 ans et quelque chose, plutôt l'utiliser à bon escient pour même rejoindre davantage de personnes. On a un réseau de réseaux, donc il faut rejoindre. On est à Québec, c'est plus ou moins un centroïde, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas évident. Puis là, c'est d'utiliser ces opportunités-là, ces obstacles-là, puis les transformer en opportunités dans une ouverture. Puis cette ouverture-là aussi de faire les mariages, etc. Donc, il y a un côté positif, passionné, puis willing, en quelque sorte. Je n'ai pas l'équivalent français pour ça. Hey, merci, Dany! Macallan, 12 ans d'âge, vous aviez vécu quelque chose de particulier, une rédaction d'apogée qui s'est transformée en... Mon Dieu, mais il fallait pas le dire, ça. Qu'on a bu de l'alcool dans la salle du conseil de l'ISMER en 2014. Oui, en fait, j'ai passé le flambeau à Gwen, mais pas parce que j'étais tanné, là. Donc, depuis 1 an et demi, j'ai participé à l'élaboration d'une grande demande de subvention apogée qui a été annoncée en grande pompe, en tout cas, peut-être pas au mois de mai. Et donc, je vais prendre le rôle de directeur scientifique associé d'une demande qui s'appelle « Transformer l'action... » Transformer le climat par l'action ou action transformatrice pour le climat. Bref, c'est une opportunité d'envergure, donc, sur laquelle à côté de laquelle on n'est pas passé. Bon, en gros, 154 millions sur 7 ans pour faire de la recherche ambitieuse. Et puis, je veux dire, on a essayé d'être ambitieux beaucoup. On va continuer de pousser plus loin. Et puis, le lien avec le RQM, c'est qu'on renforce des nœuds d'un réseau. Et donc, on va être très proches. On va rester très proches. On veut une synergie entre l'équipe du RQM et ce qui va se passer à l'UQAR et avec les autres universités dans l'Est du Canada. Donc, merci. C'est un beau clin d'œil à une aventure, en fin de compte, qui a débuté avec Apogée, qui s'est transformée en Odyssée, qui a passé par le RQM et qui va se poursuivre dans les 7 prochaines années. Merci beaucoup. Comme mot de la fin, la vraie fin, on va tous vous remercier, puis vous dire à dans bientôt, puis vers un avenir maritime reluisant et pour nous tous, qui nous inclut et très inclusif. Bonne route pour ceux qui ont à rentrer. Tant mieux pour ceux qui vont prendre l'apéro directement. Nous, on va prendre la route. Salut tout le monde.